Les rencontres de la Villa des créateurs en partenariat avec Emergence. Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Marc Kirel. J'organise depuis maintenant plusieurs semaines, donc je crois que c'est la 13e soirée en émergence à distance. Au départ, elle devait être en présence dans un lieu qui s'appelle la Villa des créateurs, qui se trouve près de la place de Clichy à Paris. Et donc, on fait en association avec la Villa des créateurs ces soirées. À partir de septembre, elles auront lieu cette fois en présentiel et en numérique. Donc, c'est ce qu'on a décidé à partir de septembre et sur le rythme d'une par mois. Et alors, moi, ce qui m'anime, c'est les émergences, tout ce qui est en train de naître dans tous les domaines, aussi bien en techno qu'en économique, en territoire politique, etc. Donc, j'essaye de détecter les signaux faibles et je dispose donc d'un site internet qui s'appelle emergence.com, AIMERGENCES. Et ce mot que j'ai créé, en fait, il signifie simplement que ce sont les petites pousses qui ont besoin d'amour pour réaliser leur potentiel. Et donc, Terra en est l'exemple parfait. Terra a besoin d'amour qu'on lui a donné, j'imagine, ses fondateurs et toute l'équipe. Et aujourd'hui, elle a aussi besoin, Terra, je crois, enfin, le projet, d'attention, de connexion, de mise en relation pour réaliser son potentiel. Voilà, alors la soirée, on a la chance d'accueillir Frédéric Bosquet, qui est l'initiateur de Terra. Hein. Tu nous diras si je me trompe ou si tu as des compléments à apporter. Donc, on va avoir une première partie de présentation du projet. On va prendre ensuite une série de petites questions. Et puis, on aura une deuxième partie de présentation qui concerne des axes un peu plus pointus. Et tout ça va nous emmener jusqu'à 19h45 à peu près, parce que Frédéric a une autre conférence à suivre. Donc, comme tu n'arrêtes pas, voilà. Et j'ai assez parlé, donc Frédéric, je te laisse la parole et je crois que tu as beaucoup de choses à nous montrer. Et bienvenue et merci encore. Eh bien, merci Marc pour cette invitation. Donc, je suis très heureux d'être là avec vous ce soir pour vous parler de ce magnifique projet que j'ai initié il y a 7 ans et qui m'a largement dépassé aujourd'hui. N'hésitez pas à noter pendant la durée de l'intervention si vous avez des questions de clarification, de façon à ce que je puisse y revenir pour vous aider à mieux comprendre. C'est un projet qui est vraiment complexe. Il est pensé de façon complexe, donc forcément il est un petit peu complexe, même s'il finalement ce qu'il veut faire est assez simple. On verra tout à l'heure. Mais pour dire le mot simple, il faut une organisation complexe. Voilà, donc c'est un peu le principe de ce projet. Et puis, donc on fera 2 parties. Une première partie où je vais vous parler un petit peu de l'origine. En fait, je vais vous parler un peu de ma métamorphose personnelle, parce que ce projet, il est issu d'une transformation personnelle, une prise de conscience aiguë de qui j'étais vraiment, on va dire ça comme ça, pour aller vite. Puis ensuite, on parlera dans cette première partie aussi de comment on a préparé ce projet, en fait, parce qu'il a pris quand même 3 ans on a fait 12 000 km en vélo, on a vu des centaines et des centaines de personnes, ainsi que des dizaines et des dizaines de lieux de vie. Et donc, on a énormément appris pendant ces 3 ans et ces 12 000 km. Et puis, je vous brosserai une présentation du projet tel qu'il est aujourd'hui. Et puis ensuite, on fera une petite pause où vous pourrez poser plein de questions sur cette première partie. Et puis après, on fera une deuxième partie qui est un petit peu plus, je dirais, technique, mais qui pour nous est vachement important parce que ça comment dirais-je, les personnes, ils ont une vision parfois un peu, comment dirais-je, un peu tronquée de ce qu'est la création d'un écolieu. Et donc, je vous parlerai aussi du montage juridique du projet parce que je pense que c'est super important. Parce qu'en France, on ne peut pas comme ça distribuer des revenus simplement parce qu'on en a envie. Il faut rentrer dans des structures juridiques, il faut respecter la loi. Je pense que c'est important que vous ayez une vision assez globale des structures juridiques qu'on va utiliser. Et du coup, vous pourrez d'ailleurs peut-être apprendre sur certaines structures si vous ne les connaissez pas. Et puis, je terminerai ensuite par un petit tour sur la gouvernance et puis sur le bien vivre ensemble, parce que si on n'avait pas mis en place des outils de gouvernance partagés et puis de régulation de nos relations, il y aurait longtemps qu'on serait mort. Donc, je pense que c'est super important quand même
vous présenter aussi les grands principes du fonctionnement de Terra au niveau de l'intérieur. Voilà, et après, on reprendra une petite série de questions. Et puis, vous n'hésitez pas, bien sûr, à me poser toutes les questions que vous voulez pendant cette présentation. Ça va? Vous avez des petites remarques ou des demandes de clarification? On y va? Allez, ben c'est parti. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Alors, je vais masquer ça parce que je n'en ai pas besoin. Voilà. Et ça aussi, je vais le masquer parce que je n'en ai pas besoin non plus. Voilà. Alors, déjà, pour démarrer, j'ai intitulé un petit peu cette intervention d'un éco-village à un écosystème pour le XXIe siècle. Pourquoi et comment? Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que, pour moi, au départ, on était vraiment parti pour faire un éco-village. Et finalement, au fur et à mesure de l'émergence du projet, donc de ce qu'on a vécu, il nous est apparu assez évident qu'un éco-village, ça ne suffirait pas. Et on est passé d'un éco-village à un écosystème coopératif, c'est-à-dire de un lieu à plusieurs lieux sur un même territoire de vie. Et avec cette idée toujours très importante de co-construire avec toutes les parties prenantes du territoire ce lieu qu'on voulait réaliser. Et donc, je vais un petit peu ensuite dans l'avancement du projet vous expliquer pourquoi aujourd'hui on est plus pour un écosystème que pour un éco-village. Ensuite, peut-être un deuxième élément avant de démarrer, c'est que bien sûr ce projet il n'aurait pas pu avoir lieu si on n'avait pas eu une aide vraiment de beaucoup de partenaires, des anonymes, des personnes toutes simples qui nous ont donné 1 euro, 2 euros, 3 euros, certains un peu de temps. Et puis aujourd'hui, nous avons rejoint et on est très contents parce que c'est un projet qu'on veut vraiment porter avec toutes les parties prenantes des territoires. Maintenant, on est soutenu par l'Europe, par l'ADEME, par la région de Nouvelle-Aquitaine, le département, et maintenant 3 communes dans le territoire avec qui on travaille au quotidien. Voilà, et donc, c'est aussi pour montrer qu'on peut partir d'une idée très simple entre citoyens et puis arriver ensuite à une co-construction avec plusieurs personnes, voilà, et plusieurs institutions. Alors au départ, j'aimerais vous résumer en 5 jours ce qui m'est arrivé. Alors ces 5 jours, ils ont pris presque 12 ans. Donc ça ne s'est pas fait en un seul tenant. Mais je n'aurais jamais fait ce projet si je n'étais pas passé à travers ces 5 jours qui ont un peu transformé ma vie. Donc le premier jour, en fait, c'est le jour où j'ai arrêté d'écouter les vieux arbres tomber et où j'ai entendu la forêt qui pousse. Pour moi, ça a été vraiment un déclencheur extrêmement puissant. Comme la plupart des entrepreneurs, j'écoutais France Info tous les matins ou France Inter. Je regardais la télé, BFM, enfin à l'époque, il n'y avait pas BFM, mais des journaux d'information. Je lisais la presse. Bref, j'étais surchargé d'informations sur les arbres qui tombent et ça faisait beaucoup de bruit dans ma tête. Et puis un jour, j'ai dit, mais c'est pas possible, il faut que j'arrête. Et donc, j'ai balancé ma télé, j'ai balancé ma radio, j'ai cessé de me polluer la tête avec tout ce qui était dans la presse. Et finalement, comme par hasard, j'ai commencé à entendre des bruits nouveaux, des petits bruits que je n'entendais pas parce que ça faisait trop de bruit, toutes les informations qui me parvenaient. C'est comme ça que j'ai pu commencer à entendre en fait la forêt qui pousse. Et je me suis dit, Dieu, mais que se passe-t-il? Donc, ça a vraiment changé ma vision de la société telle qu'elle était. Et je me suis dit, mais c'est fou, il y a plein d'initiatives qui poussent en ce moment, on ne les entend jamais. Et ça m'a interpellé et j'ai voulu y participer. Le deuxième jour, c'est quand j'ai cessé d'être fasciné par ce qui était grand, comme si ça avait été grand depuis l'origine des temps. C'est-à-dire ces grandes institutions aujourd'hui qui bloquent l'émancipation humaine, ces grandes sociétés multinationales, ces grands partis politiques, ces grands lobbies, ces grands médias, bref, mettez dans le grand tout ce que vous voulez. Et finalement, à un moment donné, j'ai pris conscience que tout ce qui était grand aujourd'hui avait été petit hier. Et que c'était pas né comme ça, directement tombé du ciel.
et que c'est pas parce que quelque chose est petit qu'un jour ça ne deviendra pas quelque chose de grand. Et c'est vrai que j'ai cessé un petit peu de regarder ces grands ensembles comme des montagnes insurmontables, mais plutôt je les ai regardés comme des choses qui avaient grandi et qui avaient peut-être servi à un moment donné, et qui aujourd'hui, parce qu'ils étaient devenus obsolètes, allaient redevenir. Oui, je disais le troisième élément qui a été troisième vraiment élément qui a été fondateur de cette métamorphose, c'est le fait que je prenne conscience que des choses qui avaient été petites au départ sont devenues très grandes. Et parmi celles-là, j'en ai choisi une parce qu'elle est assez, je trouve, archétypale. C'est par exemple la création du crédit mutuel par un certain nombre d'habitants d'une petite ville qui s'étaient révoltés, qui s'étaient organisés pour répondre à un problème absolument terrible des agriculteurs locaux, qui étaient vraiment malheureusement totalement endettés par des prêts à taux usuraires. À l'époque, ils n'avaient même pas de quoi manger, les agriculteurs, c'était un comble. Et donc, ils ont commencé à construire un petit four à pain simplement pour faire cuire du pain pour les agriculteurs. Puis après, ils ont commencé à collecter un petit peu d'épargne autour d'eux pour essayer de leur prêter des sous à la place de ceux qui leur prêtaient de l'argent à des taux usuraires. Et puis finalement, regardez, 200 ans plus tard, c'est devenu le Crédit Mutuel avec 15 milliards de produits nets bancaires en 2013. Donc, et des exemples comme ça, je pourrais en prendre plein. Les caisses mutuelles d'ouvriers, les droits de l'homme, enfin bref, beaucoup comme ça de choses qui étaient petites au départ, que personne ne voulait entreprendre parce que c'était trop petit, sont devenues des choses merveilleuses. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ça m'a permis d'accepter de commencer à faire les choses petites et de ne pas avoir peur de commencer petit. Souvent, les gens s'arrêtent parce que les choses elles leur paraissent petites par rapport à ces montagnes qu'ils ont devant eux. Et moi, je pense qu'au contraire, si c'est juste, on s'en fout que ce soit petit. Parce que si c'est juste, un jour, ça deviendra grand. Donc, je pense que c'est super important de ne pas comment dirais-je, de ne pas s'arrêter sous prétexte que ce qu'on fait est trop petit. Voilà. Et ça m'a vraiment libéré dans mon action en me disant, ben, voilà, je veux démarrer quelque chose et même si c'est petit, je démarre petit et je verrai plus tard ce que ça va devenir. Le quatrième élément qui m'a vraiment fait changer, c'est vraiment quand j'ai pris conscience de cette crise inéluctable qui allait nous arriver dessus, quoi, qui pour moi était vraiment, qui était plus une sorte de fantasme un petit peu angoissant et anxiogène, où je me suis vraiment dit que là, ça allait vraiment un jour devenir un problème majeur. Et en même temps, la prise de conscience que c'était pas en essayant de m'en sortir tout seul ou en essayant d'accumuler des choses pour m'en protéger que j'allais arriver à changer les choses, mais plutôt en changeant complètement de posture, en fait. C'est plus un problème d'être qu'un problème d'avoir, en fait. Et ça aussi, ça m'a libéré parce que je me suis dit, quel que soit ce que je possède aujourd'hui ou quel que soit ce que j'aurai demain, je pense qu'il faut vraiment que j'aborde ce problème avec vraiment une logique de posture. Et cette posture, je l'ai découvert un peu plus tard à travers la merveilleuse métamorphose de notre ami Edgar Morin, que j'aime beaucoup. Qui, depuis quelques temps, d'ailleurs, est devenu parrain du projet. Je suis super content. C'est vraiment pour nous un grand bonheur que de savoir qu'Edgar nous soutient parce qu'on s'est beaucoup inspiré de ses travaux. Et finalement, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passerait si une chenille découvrait un cocon et qu'elle grattait avec ses doigts ce cocon? Qu'est-ce qu'elle verrait à l'intérieur? Elle verrait une chenille en décomposition. Et si elle ignorait le fait que cette chenille est en train de se transformer en papillon, eh bien, en fait, elle aurait une peur viscérale de ce qui se passe dans ce cocon. Elle ferait tout pour ne pas rentrer dans ce cocon. Elle ferait tout pour retenir cette décomposition. Et finalement, elle serait vraiment dans une grande erreur puisque sa nature, c'est pas de se décomposer, mais de se recomposer. Et ça change vraiment beaucoup de choses à partir du moment où on regarde le papillon qui est à venir plutôt que la chenille qui se décompose. Alors, les types d'actions qu'on va générer en fait autour de nous sont des actions qui sont beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus enthousiasmantes, beaucoup plus entraînantes. Alors que lorsqu'on est vraiment dans cette logique de décomposition et finalement on lance des actions qui sont plutôt guerrières. Voilà. C'est un peu ces 5 éléments qui m'ont vraiment mis en mouvement pour me lancer dans ce projet. Et comme j'étais à l'écoute
de ce qui se passait, je me suis dit, il faut vraiment que j'aille voir toutes ces initiatives un peu partout en France. Et donc, j'ai pris un gros vélo que vous voyez là, qui est symboliquement garé devant une mairie, parce que j'en ai fait beaucoup de mairies pendant ces 2700 km. Et je suis allé à l'écoute un peu de la forêt qui pousse, de toutes ces initiatives citoyennes dont j'avais entendu parler, mais que je n'avais jamais vues, ou en tout cas pas de si près. Et donc, j'y suis parti avec une web radio et je suis allé interviewer tous ces porteurs de projets qu'il y avait un peu partout. Alors, c'était des agriculteurs, c'était des maires, c'était des conseillers municipaux, c'était des entrepreneurs, c'était des gens qui étaient dans les monnaies, c'était des gens qui étaient dans leur une base, c'était des gens qui étaient dans les fonds éthiques. Bref, chacun avait un peu ses caractéristiques à lui, avait pris le problème par un bout. Et quand je suis rentré de ce Tour de France, qui a été pour moi vraiment une vraie métamorphose, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est absolument incroyable ce qui se passe là. Et j'ai pu travailler. En fait, j'ai pu continuer à faire mon boulot parce que, effectivement, dans mon boulot, mon boulot, ça consistait comment dirais-je, à reprendre des personnes qui étaient très éloignées de l'emploi pour les former, pour les réparer, puisque c'était aussi des personnes handicapées. Donc, il y avait tout un travail social avec. Et derrière, j'en faisais de bons petits consommateurs, mais finalement, je ne changeais pas la société. Et je mettais en ordre de marche des personnes qui ne l'étaient plus. Donc, c'était bien pour elles parce qu'elles retrouvaient quand même un peu de sous, un peu de stabilité, de sécurité. Mais je ne changeais pas la société. Et pour moi, c'était absolument devenu impossible. Je voulais vraiment que mes talents d'entrepreneur humaniste soient au service de ces gens que j'avais vus là, pendant cette période-là, et qui portaient à bout de bras les communs, avec peu de moyens, avec peu d'organisation, avec vraiment, c'était incroyable, quoi. Ces gens-là m'ont fait pleurer de plusieurs fois, je me souviens, en vélo, quand je quittais un groupe, je disais, mais c'est des héros, quoi. On n'en parle jamais, on les voit jamais, ils passent jamais à la télé, mais c'est eux qui sont en train, finalement, de faire émerger la société qui gère. Et moi, j'ai envie de me mettre au service de ces gens-là, parce que c'est ces gens-là qui font la société de demain. Et donc, quand je suis rentré, j'ai cédé les entreprises que je dirigeais à mes salariés. J'ai tout vendu, j'ai tout cédé. Je suis reparti avec 2 sacs et je suis parti dans un centre bouddhiste dans les Alpes pendant 9 mois où je me suis dit, voilà, il faut vraiment que je fasse un gros break et que je me dise, mais voilà, qu'est-ce que je fais de ma vie? Moi qui suis un entrepreneur humaniste, moi qui ai les capacités de créer finalement de la richesse en monnaie, et qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? J'avais 48 ans. Qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie? Et donc, j'ai réfléchi, je me suis posé, je me suis déposé, je me suis reposé, parce que j'avais aussi besoin de me reposer. J'ai beaucoup marché, beaucoup médité, beaucoup écrit, beaucoup lu. Et puis, suite à ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de me dire, ben, tous ces gens-là là, que j'avais rencontrés, ils étaient tous un petit peu dispersés en quelque sorte les uns des autres. Ils avaient tous pris un bout du problème de leur côté. Il y en a dans l'agriculture, il y en a dans l'énergie, il y en a dans l'éco-construction, il y en a dans les monnaies, il y en a dans leur une base. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si on prenait le meilleur de tout ça et qu'on le rassemblait dans un seul même endroit, qu'on les connectait tous ensemble? Est-ce qu'on ne pourrait pas créer une organisation qui soit à la fois plus résiliente que celle qu'on a aujourd'hui et en même temps au moins aussi efficiente que celle dont on dispose? Et je me suis dit, mais oui, mon Dieu, c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait les connecter ensemble et voir qu'est-ce que ça ferait en fait. Essayer de réunir un petit peu les organes qu'avait préparé la société civile, les connecter entre eux et essayer de construire un nouveau corps social. C'est un petit peu de ça mon image. C'était un peu vous savez, le Léviathan, je ne sais plus, je crois que c'était, je ne sais plus quel était l'auteur, je crois que c'était Thomas Paine, je ne sais pas certain. Et donc, j'ai envoyé un mail à tous mes amis. Je leur ai dit, écoutez les amis, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Ça vous dirait? Et c'est comme ça qu'a démarré le projet Terra, en fait. Voilà. J'ai reçu plein de mails super gentils, des personnes qui m'ont dit, ouais, vas-y, on fonce, on y va. Et puis, ce qu'on a fait, on a préparé avec les premières personnes qui étaient intéressées par le projet, on a préparé ce projet sur 10 ans. Parce que dès le départ, on s'était dit, on ne veut pas faire un truc dans l'urgence, on ne veut pas travailler avec notre cerveau reptilien, on veut travailler avec notre cortex. Et même si le truc s'effondre avant, tant pis. Nous, on aura contribué à essayer de construire un projet sur la durée. On ne voulait pas rentrer dans l'urgence, même si l'urgence, attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis que c'est nécessaire. Mais nous, on ne voulait pas se mettre sur l'urgence, on voulait vraiment se donner du temps. On s'est donné 10 ans, avec 3 fois 3 ans, 3 ans d'études, d'analyse et de recherche.
3 ans de mise en exploitation et 3 ans d'essaimage. Et c'est comme ça qu'on a démarré le projet avec 2 vélos. Avec, ben là, vous voyez mon ami Antoine, avec Marie-Hélène Muller, qui est aujourd'hui président de l'association. Et puis un ami à nous qui était venu avec nous au départ, il conduisait le van. Et puis voilà, on est parti en vélo et on a rencontré plein de gens. Ça nous a pris 2 ans, plus 1 an de premier tour que j'avais fait. Ça fait donc 3 ans au total. Et puis on a découvert vraiment la forêt qui pousse. Et pour nous, ça a été vraiment une période extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert? Ben, déjà, on a découvert que dans ces zones rurales qu'on a visitées, la production vitale baissait de façon drastique. Et en fait, quand il restait un petit peu de production dans ces zones rurales, c'était plutôt pour produire pour l'extérieur du territoire et pas pour les habitants qui y habitaient. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens faisaient beaucoup de kilomètres pour se procurer de quoi manger, beaucoup de kilomètres pour acheter en quelque sorte. Et finalement, il y avait très peu de production relocalisée, très peu d'agriculteurs qui produisaient localement. Et ça nous a vraiment montré que là, il y avait vraiment un problème majeur. Le deuxième élément, c'est comme il n'y a pas de production locale, il y avait très peu de réseaux de distribution. Donc, ça veut dire pas de commerce, ou peu de commerce, ou plus de commerce. Donc, ça veut dire pas d'organisation de la distribution pour les gens qui habitent ces territoires. Et donc, pareil, ces gens allaient plutôt faire 15 km ou 20 km des fois dans un grand Leclerc ou dans un grand discounter pour acheter leurs produits de première nécessité. Troisième élément qu'on a découvert, c'est qu'effectivement, les capitaux avaient fui ces territoires. C'est-à-dire qu'il y avait de la terre, il y avait de l'eau, il y avait de l'énergie, il y avait de grands espaces. Il y avait même des communes qui étaient prêtes à accueillir des gens qui voulaient s'installer, mais il n'y avait plus de capitaux. Et comme il n'y avait plus de capitaux derrière, il n'y avait plus d'activités, puisque les activités pour se développer, elles ont besoin de capitaux, mais il n'y avait plus non plus de services publics, parce que là où il n'y a plus de capitaux, il n'y a plus de services publics non plus. Et donc ces territoires mouraient non pas parce qu'il n'y avait pas de richesse, parce que des richesses, il y en avait partout, ils mouraient parce qu'il n'y avait plus d'investissement et donc plus d'activités, donc plus de revenus. Il faut savoir que chez nous, par exemple, là où on s'est installé, plus de la moitié des revenus proviennent de la redistribution. Entre les allocations chômage, le RSA, les retraites, les allocations adultes handicapés. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces territoires, en fait, finalement, n'ont plus les moyens de leur propre autonomie. Et ça, c'est quand même terrible parce qu'il y a vraiment des besoins qui pourraient être satisfaits localement et qu'on ne peut plus satisfaire. Le quatrième élément qu'on a... Alors là, c'était terrible. Je me souviens de villages qu'on a traversés dans lesquels on voyait des petits vieux derrière leurs fenêtres, derrière leurs rideaux, en train de nous regarder passer. Et c'est rigolo parce que c'est rigolo, je ne sais pas si c'est le terme, mais quand il y avait un petit café épicerie présent sur le village, eh bien, il y avait toute une vie autour. Et le village, il avait l'air enchanté, les murs n'étaient pas fissurés. Enfin bref, il y avait de la vie quand on passait. Et puis quand il n'y avait plus ce petit café épicerie tabac qui était l'attraction du village, alors là, par contre, tout était désert, les murs étaient lézardés. Et il y avait des panneaux à vendre partout. Donc, vieillissement de la population, plus de jeunes, les jeunes qui quittent ces villages et qui repartent vers les grandes villes, dans lesquelles ils s'entassent et dans lesquelles, bien sûr, il y a de nouveau des problèmes, puisqu'effectivement, cette massification, on appelle ça le déménagement des populations, puisque ça a été repéré, crée finalement de la surpopulation dans les villes, avec tous les problèmes qu'on peut observer. Des problèmes bien sûr de pauvreté, de revenus, de salubrité, de pollution, de concentration, bref. Je ne vais pas vous les donner tout ça. Et bien sûr, avec les coûts que ça impose aux collectivités de gérer tous ces problèmes de concentration. Et bien sûr, tous ces gens qui, bien sûr, n'arrivent pas à trouver des activités pour avoir des revenus. Et donc là, on tourne vraiment en rond et c'est vraiment catastrophique. Alors, il faut savoir ce que nous, on a vécu en vélo. Ça a été identifié depuis des années par l'État, puisque aujourd'hui, une commune sur 3, ce qui est absolument énorme, une commune sur 3 est classée en zone rurale à revitaliser. Ça veut dire des zones dans lesquelles la démographie décroît, la population vieillit et il y a une perte chaque année de la valeur économique du territoire. Donc, ce n'est pas un petit problème, c'est un vrai problème, à tel point d'ailleurs que sur le plan européen, c'est devenu une des priorités de l'Europe de restaurer des équilibres dans les zones rurales parce qu'effectivement, le déménagement des populations de ces zones vers les villes crée des problèmes encore plus gros. Donc, il y a vraiment ici un problème majeur qu'on a identifié. Alors, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait contribuer
à notre place, au niveau du local, pour créer des effets globaux qui changeraient ça. Et là, on a vu 3 choses qu'on pourrait mettre en place qui pourraient vraiment modifier de façon importante la physionomie de ces territoires. Le premier, ce serait relocaliser la production. Pas n'importe quelle production, une production durable et vitale, qui vraiment serait au service des habitants de ces territoires. Donc pour moi, c'est quoi? C'est l'alimentation, l'eau, l'énergie, l'éco-construction, mais aussi la mise en place de véhicules en partage, la formation aussi et l'accompagnement à la transition qui permettrait aux gens aussi de transformer leur maison pour qu'elles consomment moins d'énergie, pour qu'elles soient plus autonomes, plus résilientes, qu'elles leur coûtent moins cher et qu'elles soient plus confortables. Parce que dans ces territoires, il y a beaucoup de précarité énergétique. Hein. C'est un des problématiques. Ah, il y a un petit problème d'écho, de mobilité. Il y a aussi des problèmes de mobilité. Donc, on s'est dit, il faudrait qu'on relocalise cette production, mais pas n'importe comment. Et donc, on s'est dit, ce qu'il faudrait, c'est le faire avec des monnaies citoyennes locales. Parce que si on le fait avec des euros, on sait que tout l'investissement qu'on va mettre dans ce territoire, au bout de 2,5 transactions, va remonter sur les marchés financiers. Et donc, l'objectif, c'est pas que ça remonte sur les marchés financiers, bien sûr. L'objectif, c'est que ce patrimoine, il reste sur le territoire et que les revenus circulent sur ce territoire pour que vraiment de la richesse se crée, se développe et entraîne toute une revitalisation de ces territoires. Donc, pour nous, on voulait faire d'une pierre deux coups, à la fois relocaliser la production et en même temps créer des revenus en monnaie citoyenne locale qui permettent de revitaliser tout le territoire et pas que ça remonte sur les marchés financiers. C'est pour ça que je vous ai mis un petit sens interdit sur la droite qui montre que nous, on ne veut pas que l'argent remonte sur les marchés financiers, mais reste bien dans le territoire. Le deuxième élément qu'on s'est dit qu'on pouvait faire, c'est qu'il faudrait vraiment stabiliser la demande solvable. Alors, c'est quoi ce gros mot? Stabiliser la demande solvable, ça veut dire que si vous amenez des entreprises à produire des biens et des services durables et locaux sur le territoire, il faut qu'en face, il y ait des personnes qui soient capables d'acheter ces produits et ces services. Et pour qu'ils achètent ces produits et ces services, il faut qu'ils aient suffisamment de monnaie pour pouvoir les acheter. Et c'est ça qu'on appelle une demande solvable et durable. C'est-à-dire qu'il faudrait stabiliser les revenus sur ce territoire de telle façon à ce que les personnes qui viennent s'installer ou les personnes qui sont là, ils aient suffisamment de revenus pour acheter des produits locaux, donc un petit peu plus chers, et durables, donc aussi un petit peu plus chers, et que ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent pour le faire puissent avoir des revenus suffisants pour pouvoir acheter ces produits et ces servir à ces entreprises dans lesquelles on va investir. Et c'est pour ça qu'on y est allé avec ce projet de revenus de base inconditionnels en monnaie citoyenne locale, qui permet de donner des revenus aux personnes qui viennent s'installer sur ce territoire. Et avec ces revenus d'un euro supérieur au seuil de pauvreté versés à 85% en monnaie citoyenne locale, de vraiment redévelopper le territoire. Et le troisième élément qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on mette en place dans ce projet, c'est développer des écosystèmes, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de créer des entreprises d'un côté et de l'autre côté mettre en place des revenus en monnaie locale. Il faut aussi que tous ces acteurs du territoire se regroupent et copilotent ensemble le développement du territoire. Parce que si chacun fait ses trucs de son côté, à la fin, on n'obtiendra pas un développement territorial. Pour qu'il y ait un vrai développement territorial, il faut qu'on comprenne comment on va impacter positivement ce territoire et que tous les acteurs, les collectivités locales, les associations, les habitants, les entreprises, les partenaires financiers et même les scientifiques se réunissent autour d'une table et discutent ensemble de la meilleure façon de le faire. Et pour ça, on a pensé que l'usage des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies était un très bon moyen pour nous de pouvoir flécher, de pouvoir mesurer l'impact qu'on allait avoir sur ce territoire. Pourquoi les 17 objectifs de développement durable? Parce que ce sont des objectifs qui vont être repris vraiment depuis le niveau mondial jusqu'aux communes, en passant par tous les intermédiaires en termes d'institutions. Et donc, ça nous permettra de nous comparer et de voir si nous, avec leur une base à monnaie citoyenne locale dans ces territoires, on arrive en quelque sorte à des résultats meilleurs que peut-être certaines politiques qui sont des politiques qui finalement n'apportent pas grand-chose à nos territoires et ne changent pas forcément beaucoup la vie. Et on voulait vraiment nous pouvoir se comparer avec eux en disant, mais regardez, nous, on arrive à produire suffisamment de richesses pour autonome ce territoire, mais en plus, on y intègre tous les impacts sociaux et tous les impacts environnementaux. Voilà un petit peu ce qu'on a décidé de faire sur ce territoire. Et finalement, pour le faire, on s'est dit il faudrait le faire en monnaie citoyenne locale, parce que c'est ça qui va nous permettre de tracer en quelque sorte
le circuit économique et vraiment affecter la monnaie comme un bulletin de vote aux acteurs qui le méritaient. Et par contre, on s'est dit qu'il faudrait le faire en monnaie numérique. Parce que si on le fait en monnaie papier, eh bien, malheureusement, on n'aura pas une réactivité sur la mesure économique de ce qu'on fait. Et donc, on a travaillé avec la BEI, qui est la monnaie locale, à passer en numérique. Et depuis maintenant un an, ça y est, on peut payer en numérique nos acteurs locaux. Et on est très content parce que ça va nous permettre d'avoir une analyse plus fine. Alors, grâce à ça, quel est notre objectif? Il est assez simple, hein, donc recréer des productions locales, on en a parlé, reconstituer des réseaux de distribution de proximité, on en a parlé, investir dans les activités locales en fléchant des investissements sur le territoire, assurer des revenus d'autonomie aux habitants, c'est-à-dire faire travailler prioritairement les gens qui habitent ce territoire et qui produisent des biens et des services durables, et puis enfin mesurer de façon à impacter positivement les 17 objectifs de développement durable, pour vraiment mesurer qu'on est en train de booster le territoire. Et à notre étonnement, on a constaté que finalement, on n'est pas les seuls à penser à ça, puisqu'il y a une étude qui a été faite par l'Observatoire de la consommation qui dit qu'aujourd'hui, un Français sur deux, près de 3 Français sur 4 dans la région parisienne, voudraient habiter des villes plus petites, sauf qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas parce qu'en fait, dans ces villes-là, il n'y a pas de services qui leur permettent de venir habiter. Mais beaucoup de gens aimeraient bien quitter les grandes villes aujourd'hui pour habiter des villes plus petites. Et si on investissait dans ces petites communes qui sont en train de mourir, eh bien, on pourrait y faire venir des populations qui permettraient de revitaliser tous ces territoires. Et en plus, on y vivrait de façon bien meilleure que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, vous allez dire, mais comment on finance tout ça? Eh bien, le pire, c'est qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que l'argent n'est pas un problème. Il y a de l'argent. Pour vous donner plusieurs exemples, l'Europe a fait 700 millions sur les territoires ruraux à redévelopper. Et la France en a dépensé que 200. Ça veut dire qu'il y a 500 millions qui sont remontés à l'Europe parce qu'ils n'ont pas su les dépenser. C'est pour vous dire à quel point aujourd'hui on marche sur la tête, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des projets de développement territorial, il y a de l'argent qui est fléché dessus, mais aujourd'hui, on ne sait pas le dépenser parce qu'on ne sait pas accompagner des projets comme ça. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment terrible, mais il faut le faire. Hein. Il faut vraiment aller chercher cet argent parce qu'il est là, quoi, et on pourrait vraiment l'utiliser à bon escient. Le deuxième élément, c'est la défiscalisation. On a repris un fonds de dotation donc qui permet de défiscaliser à 66% pour les particuliers et à 60% pour les entreprises, et qui permet de flécher ensuite ces fonds sur du développement territorial et donc permettre finalement de reprendre une part de notre impôt pour le réinvestir dans ces territoires et créer vous verrez le projet tout à l'heure, et créer des projets de développement territorial. Donc là aussi, il y a une source extrêmement importante. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que s'il y a des personnes qui sont intéressées par notre fonds de dotation, bien sûr, on l'a créé pour le mutualiser. Et donc, si vous en avez besoin pour vos projets, vous pouvez nous contacter. Ensuite, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les fonds éthiques, c'est-à-dire l'argent que placent les gens dans des fonds, entre guillemets, je mets des gros guillemets, dans des fonds éthiques, est en croissance de 12% par an. Donc, c'est énorme, hein, c'est une croissance à 2 chiffres. Ça représentait en 2018 310 milliards d'euros, donc c'est pas rien. Le problème aujourd'hui, c'est que ces fonds, généralement, sont fléchés sur des projets qui n'ont rien d'éthique, qui sont du greenwashing et malheureusement avec beaucoup derrière de contestations possibles sur l'affectation de ces fonds. Nos amis de Financité en Belgique ont fait d'ailleurs une étude très, très poussée là-dessus qui montre aujourd'hui que les fonds éthiques, malheureusement, ne remplissent pas leur mission. Eh bien, là, nous pourrions tout à fait connecter des sources d'investissement avec des personnes qui ont gagné leur argent proprement et qui aimeraient que ces fonds, plutôt que ça serve à financer des produits de merde, puissent être réinvestis dans la production de pain bio, dans des agriculteurs bio, dans de l'éco-construction de maisons responsables, dans la production d'énergie renouvelable, bref, dans la mise en place de flottes de véhicules en partage, et que cet argent-là, il serait bien mieux utilisé dans ces sociétés coopératives d'intérêt collectif dont on parlera tout à l'heure, que sur les marchés financiers avec des spéculations qui nous amènent aujourd'hui vers le carnage qu'on fait. Donc, beaucoup d'argent aujourd'hui dans les fonds éthiques. Et donc, on a créé on voulait créer, on s'est associé avec une coopérative financière qui s'appelle la coopérative Oasis, qui permet à nos investisseurs de défiscaliser 20% du montant de leur apport. Et grâce à ça, on peut investir ensuite dans
dans le projet pour développer le projet dont je vous parlais tout à l'heure. Et enfin, la dernière source de financement qui n'est pas négligeable et qui est la source finale en quelque sorte, c'est bien entendu, une fois que nos entreprises vont se développer, elles vont dégager du résultat. Et en dégageant ce résultat, eh bien, on va pouvoir réinvestir dans le fonds de dotation pour aider d'autres à se développer et à financer de nouveaux écolieux. Donc, notre objectif, c'est vraiment que cet écosystème coopératif qu'on est en train de créer finisse par dégager des résultats et qu'avec ces résultats, on puisse financer le développement de nouveaux écolieux de telle façon à ce que ce soit de plus en plus facile. Alors, pourquoi on utilise aussi des monnaies citoyennes locales? C'est important. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec 1 euro, au bout de 2,5 fois, il se retrouve sur les marchés financiers et donc il est reprêté à l'économie via du crédit ou du prêt. Alors qu'aujourd'hui, les études montrent, par exemple, Jérôme Blanc a écrit un essai là-dessus sur les monnaies, sur l'impact économique des monnaies locales. Et on sait qu'aujourd'hui, en moyenne, une monnaie locale tourne 6 fois plus que l'euro, ce qui veut dire qu'on arrive à produire 6 fois plus de richesse avec 1 euro de monnaie locale qu'avec 1 euro. Donc, ça veut donc dire que lorsque vous transformez des euros en monnaie citoyenne locale, vous produisez 6 fois plus de richesse dans le territoire quand vous dépensez votre euro directement auprès des producteurs. Et pour ne pas s'illusionner, parce qu'on est tous des passionnés et qu'on ne veut pas s'illusionner, eh bien, dès le départ, on n'a pas pris ce projet avec un conseil scientifique. Donc, on a créé il y a 3 ans, ça fait la 3e année qu'on se réunit avec eux, de façon à prendre de la hauteur et voir comment on peut dialoguer avec les chercheurs. Alors, on a des économistes, on a des chercheurs qui travaillent dans la psychodynamique du travail, des agronomes, etc. Donc, plusieurs disciplines qu'on a regroupées dans ce conseil scientifique, qui est piloté par un laboratoire qui s'appelle Athémis, dirigé par le professeur Christian Dutertre, qui travaille sur l'économie, la fonctionnalité de la coopération depuis une 30aine d'années et qui nous accompagne. Et on s'est associés ensemble pour essayer d'analyser les retours du terrain et voir comment les disciplines pouvaient nous répondre à des problématiques qu'on rencontrait et comment nous-mêmes, on pouvait faire évoluer les disciplines des chercheurs. Et donc, depuis 3 ans, il y a un aller-retour qui se fait en permanence, qui est vraiment magnifique et qui nous apporte énormément. C'est vraiment un super outil. Et donc, on est vraiment très, très content de ce travail avec eux. Et ils nous ont vraiment éclairé beaucoup de problèmes qui, sinon, seraient restés dans l'obscurité totale. Alors, qu'est-ce qui est devenu Terra aujourd'hui? Terra, c'est donc plus un éco-village, c'est un écosystème coopératif pour le XXIe siècle qui se déploie sur un territoire et qui vise à créer un écosystème coopératif pour relocaliser 85% de la production vitale aux habitants. Donc, quand on parle de production vitale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'alimentation, l'énergie, l'eau, l'éco-construction, les véhicules en partage et puis l'information, l'éducation. Abaisser notre empreinte écologique à moins d'une planète, valoriser cette production en monnaie citoyenne locale pour irriguer le territoire de vie de la force économique qu'on va créer, pour qu'elle ne remonte plus sur les marchés financiers, qu'elle reste et qu'elle se développe sur les territoires. Et enfin, cette monnaie sera émise par un revenu d'autonomie, c'est-à-dire une base inconditionnelle en monnaie citoyenne locale, d'1 euro supérieur au seuil de pauvreté, de telle façon à éliminer de façon définitive la pauvreté sur ces territoires. Aujourd'hui, il y a 14 000 abonnés qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On est 400 adhérents. Il y a 48 personnes qui ont déménagé pour venir maintenant travailler sur ce projet. On est sur 3 petits villages. Enfin, on est plutôt aujourd'hui sur un village et on est en train de se déployer sur 2 autres. Et puis, le budget de l'association aujourd'hui, c'est 250 000 euros. Alors, on est implanté dans le sud-ouest de la France, entre Villeneuve-sur-Lot et Cahors, pour ceux qui veulent des distances plus grandes, on va dire entre Bordeaux et Toulouse, pour ceux qui ne connaissent pas la région. On est parti sur un premier lieu qui était Masquer, où on a hérité d'une ferme de 12 hectares, on la verra tout à l'heure. Et puis ensuite, on s'est déployé sur Tournon, une petite ville juste à côté, Tournon-d'Agenais, qui est une petite bastide de 700 habitants, où maintenant on a mis le siège social de l'association. On est quasiment tous à habiter Tournon d'ailleurs. Et puis ensuite, on vient d'acheter un terrain à Lustrac, où on va développer le projet de quartier rural, dans lequel on va développer la deuxième fonction de l'expérimentation, qui est la fonction habitée. Alors, où on en est? Alors, sur le premier lieu, qui s'appelle donc l'Artel, le domaine de l'Artel, c'est une petite ferme de 12 hectares, avec 7 hectares de forêt et 5 hectares de terrain agricole. Eh bien, on a progressivement développé tout un ensemble d'activités autour de la fonction s'alimenter, puisque un de nos objectifs, c'est la souveraineté alimentaire du territoire. Pour nous, ça, c'est vraiment primordial. C'est la première chose dont on aura besoin si jamais il y a un crash, ce sera vraiment manger et boire.
Donc pour ça, on s'est formé et on a créé une activité de maraîchage bio, une activité de spiruline, une activité de jardin-forêt. On a aussi rénové nos bâtiments pour y créer une activité de boulange à partir de farine bio locale. Donc on a Lisa qui a passé son CAP et qui maintenant va nous produire du bon pain local. On a aussi un gîte qui accueille les personnes toute l'année. Alors pour l'instant, on ne pouvait pas trop loger, on n'a que trois chambres, trois places. Mais là, on vient d'acheter un petit terrain juste à côté sur lequel on va construire aussi de quoi recueillir au moins une douzaine de personnes et puis faire une petite salle de formation parce qu'on commence à faire de plus en plus de formations. On a créé un réseau de distribution aussi qui distribue des paniers bio. Là, on a maintenant plus d'une vingtaine de paniers bio qui sont distribués chaque semaine en monnaie citoyenne locale avec une quinzaine de producteurs locaux. Et puis, on a créé aussi un centre de compostage avec notre ami Alan qui a fait une formation de maître composteur. Donc, on retraite notre caca, notre pipi et nos déchets qui resservent ensuite dans le cycle naturel de la vie. Et puis, on a, grâce à Greg, mis en place des initiations à la permaculture pour essayer d'inspirer d'autres personnes à se lancer dans cette aventure de l'autonomie alimentaire. Et comme on n'a pas pu sur place faire la partie éco-construction, puisque malheureusement, il y a eu tout un embryo dont je ne vais pas rentrer dedans, sinon ça serait trop long, on a fait la partie habitée sur un autre territoire qui se trouve à Lustrac, donc on l'a vu tout à l'heure, où là, on va vraiment construire le quartier rural. Alors, je vais vous le grossir un petit peu pour que vous voyez, parce que le schéma est un petit peu plus petit. Voilà, donc sur ce quartier rural, vous voyez ma main là, se déplacer sur le… Ouais, vous la voyez? Ouais, c'est bon. Alors, donc on va commencer par construire un centre de formation à l'éco-construction qui va être à la cheville ouvrière de tout le quartier rural, puisque c'est lui qui va construire tout le quartier rural. L'idée est d'injecter 6 millions d'euros sur 5 ans, dont 20% en monnaie citoyenne locale, donc faire travailler des artisans locaux. Et avec cet centre d'éco-construction, on va organiser des chantiers, écoles, qui vont permettre de construire tout le quartier rural. Donc, on va vraiment redynamiser l'économie locale grâce à la construction de ce quartier rural. Donc, on va construire des habitats légers au bord du Lot, qui sont des habitats qui seront en terre bois paille, qui permettront de recevoir des personnes qui viennent faire des séjours sur le coin. On va y construire aussi un quartier rural autonome, dans lequel il y aura une quinzaine d'habitations pour une trentaine d'habitants, avec des habitats plutôt pour des familles, des habitats jumelés pour des personnes âgées, et puis des petits locaux qui permettront à des personnes de pouvoir avoir leur activité sur le quartier rural. Et puis sur ce quartier rural, on va y construire aussi un parking solaire, puisqu'on va mutualiser tous nos véhicules à partir de véhicules en partage. Et puis on va produire l'équivalent de la consommation de l'éco-village grâce à 1000 m² de panneaux solaires et puis une petite hydrolienne qu'on va mettre sur le lot juste à côté. Et puis, on a aussi une fonction distribution ici, donc avec un petit jardin d'agrément dans lequel il y aura une maison du bien-être, une brasserie bio, un restaurant, une épicerie bio qui va nous permettre de faire travailler des producteurs locaux. Et puis, sur le côté ici, attenante à la maison des loisirs qui existe déjà, qu'on va rénover pour la rendre passive, pour montrer qu'aujourd'hui, on peut réhabiliter des bâtiments publics grâce à des techniques de rénovation énergétique. On va y accoler comme ça en demi-cercle la maison de la transition, qui va être un lieu dans lequel on va accueillir des personnes pour leur montrer tout ce qui se fait de mieux en matière de transition. Et là, dans le bosquet d'arbres que vous voyez ici, il y aura un petit marché bio qui se réunira toutes les semaines et qui permettra à des producteurs bio de vendre leurs produits sur le marché. Et puis ici, vous avez un grand espace sur le côté sur lequel on va installer un maraîcher bio qui nous permettra ensuite de produire très très proche du quartier tout ce qu'on aura besoin pour vivre sur le terrain. Alors, juste quelques mots pour donner un ordre d'idée de ce que ça représente en chiffre d'affaires. Donc, ça représente à peu près 1 300 000 euros de chiffre d'affaires. La moitié de ce chiffre d'affaires, un peu plus de la moitié, sera vraiment du boulot d'accompagnement. Notre idée, c'est de vraiment aider d'autres personnes à créer des écolieux et de pouvoir aussi faire entrer en transition leur maison. Donc, on fera beaucoup de formations, d'accompagnement des personnes à leur propre transition. Il y aura 327 000 euros à peu près de loyer, puisque c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui encaissera tous les loyers du lieu et qui redistribuera ces loyers sous forme de revenus de base inconditionnels en monnaie citoyenne locale aux habitants de l'éco-village de leur naissance à leur mort. Il y aura toute une partie de contribution
qu'on appelle contribuer, c'est vraiment toutes les activités qui ne sont pas des activités marchandes, mais qui sont des activités qui produisent de la richesse au niveau du local. Donc, par exemple, si s'occuper de personnes âgées, c'est la biodiversité, c'est tout le travail aussi avec des personnes en insertion professionnelle, c'est aussi tout l'accompagnement à la transition qu'on va faire pour habituer les gens à adopter de bonnes pratiques. L'accueil, ça va être tout l'accueil qu'on va avoir sur le lieu, c'est-à-dire les gens qui vont venir en séjour, qui vont manger sur place, qui vont assister aux conférences, aux ateliers et aux animations qu'on va faire sur le lieu. Et puis enfin, produire, ce sont toutes les activités de production qui sont essentiellement pour l'instant le maraîchage et la production d'énergie électrique pour nous-mêmes et pour les gens qui habitent autour. Et puis un dernier point sur la partie investissement. Donc c'est un projet qui va coûter 6 millions d'euros. Donc ces 6 millions d'euros, on va les dépenser pendant une dizaine d'années avec un objectif que 20% de ce montant soit versé en monnaie citoyenne locale, en partenariat avec les artisans locaux, de telle façon que cette monnaie locale irrigue le territoire de vie et revienne ensuite sous forme de dépenses dans l'économie locale à destination des acteurs locaux. C'est vraiment quand le bâtiment va, tout va. Vous savez, en économie, on dit, là, c'est vraiment la réalité. C'est vraiment mettre ce levier pour que vraiment ça redynamise le territoire avec un objectif de dégager des résultats, mais ça on verra tout à l'heure, pour financer d'autres écolieux, puisque l'idée, c'est de rendre de plus en plus facile le financement d'écolieux. Ce qui est aujourd'hui quand même assez compliqué, puisque la rentabilité d'un écolieu, elle est à 15 ans ou 20 ans, alors que les rentabilités qu'on demande aujourd'hui, c'est plutôt de 3 à 5 ans. Nous, on est plutôt des éléphants, hein. Il faut 22 mois un éléphant pour faire un autre éléphant. Et aujourd'hui, on finance des chiennes, hein. Les chiennes, elles mettent 2 mois pour faire un chiot, donc ce n'est pas du tout les mêmes types de financement. Donc, il va falloir aussi qu'on crée un nouveau mode de financement pour financer nos écosystèmes coopératifs qui ressemblent plutôt à des éléphants qu'à des chiens. Alors, où on en est au niveau des investissements? Ça y est, on a acheté le terrain de Trentel. On est en phase d'aménagement du terrain. Donc là, il nous reste encore… donc là, on est sur cette première phase des 290 000 euros que vous avez en bas, sur la première tranche qui va durer 4 ans. Et puis, donc là, aujourd'hui, on a financé le terrain. La mairie a décidé de remettre 20% du montant de la vente dans le capital de la société coopérative d'intérêt collectif qu'on va créer. Donc, c'est vachement important pour nous parce que comme ça, la mairie, elle est vraiment partie prenante du projet. Et pour nous, c'était super important que la mairie soit partie prenante, sinon, on ne l'aurait pas fait. Et donc, on a aussi reçu des financements de personnes qui ont financé le projet, qui ont défiscalisé grâce à la coopérative Oasis, d'ailleurs, une partie de leurs investissements. Il nous reste aujourd'hui 152 000 euros à trouver pour faire les premiers aménagements du terrain. Voilà où on en est sur les 280 000 euros. Alors, juste pour terminer, et après je vous laisse poser plein de questions, j'ai déjà beaucoup parlé, c'est pour vous montrer la première mécanique de base qu'on est en train là, de finaliser. Donc voilà, on a réuni 240 000 euros auprès d'investisseurs. Une partie de ces fonds ont été répartis donc dans la coopérative Oasis qui a permis aux investisseurs de défiscaliser. La coopérative Oasis avait aussi des investisseurs, donc elle a rajouté 120 000 euros. Et donc, elle a mis une petite part au capital, tout le reste en compte courant. Ces comptes courants, on va les rémunérer à hauteur de 1,32%, parce qu'on veut vraiment sortir ce projet du caritatif. On veut vraiment que ce projet ait un intérêt aussi économique et financier pour ceux qui investissent, pour sortir vraiment les écolieux du caritatif et du « oh, les gentils garçons, les gentils bisounours ». Nous, on veut vraiment créer un modèle économique qui dure dans le temps. Et donc, l'idée, c'est aussi que les investisseurs y trouvent leur compte, sachant qu'on ne donnera pas plus de 2% de rentabilité. Donc, c'est vraiment une très faible rentabilité par rapport au marché financier. C'est une rentabilité raisonnable dans la durée. Et donc, il y a une partie qui est rentrée directement au capital de la SCI. Et ensuite, avec ça, on a donné 20 000 euros au notaire, on a donné 220 000 euros à la mairie. Sur ces 220 000 euros, la mairie va réinjecter 176 000 euros dans sa commune. Donc, on voit déjà l'effet, ne serait-ce que du projet, sur l'impact financier. Je vous rappelle qu'une commune comme Trentel, ça représente 220 000 euros de budget par an. Donc, c'est pas rien. C'est le fait d'avoir acheté un terrain à la commune, c'est pas neutre. Ça lui a donné une injection de 180 000 euros qui leur permet de faire plein de réparations qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc, ils sont super contents. Et ils ont accepté de remettre 44 000 euros au capital de la société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle les Amis de l'Ustrac, qui va porter le projet de développement territorial. Et pour nous, c'est super important parce que du coup, la mairie est avec nous dans le projet. Et la nouvelle équipe qui vient d'être élue est vraiment pro-terra, donc elle va vraiment s'investir avec nous dans ce projet. On est vachement contents.
Voilà pour la première partie. Merci Frédéric, c'était passionnant. Alors, il y a déjà des premières questions, du moins une, mais peut-être Mouad, vous pouvez ou tu peux la poser en direct. Alors, il est où, Mouad? Il est en bas à gauche. Enfin, moi, je l'ai en bas à Voilà, gauche. il est en bas à gauche, moi aussi. Mouad, il est possible d'activer le micro? Je l'active. Bon, sinon, on peut lire la question, hein, c'est pas grave. Donc, la question de Mouad, c'est est-ce que vous accueillez des apprentis entrepreneurs, chercheurs, humanistes pour s'imprégner de Terra et faire essaimer l'expérience? Alors oui, à Terra, on organise. Alors il y a plusieurs niveaux de participation. Le premier, c'est la visite. Hein, donc, c'est des journées de 2 jours dans lesquelles on vient s'immerger un peu dans le projet. Il y a une première journée où vraiment on présente le projet, c'est-à-dire ce que je vous ai présenté en 1 heure, on le fait sur 2 jours, hein, donc avec des jeux, avec des modèles qui permettent aux gens de bien comprendre ce qu'on fait et de vraiment se l'approprier. Donc ça dure 2 jours. Après, si les 2 jours se sont bien passés, la personne, elle peut revenir. Pour ça, elle peut proposer de sa participation à ce qu'on appelle les séjours d'immersion. Donc là, ce sont des séjours de 15 jours dans lesquels une personne peut venir. Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup de place hein, aujourd'hui. Il nous tarde vraiment de développer Trintel parce qu'on refuse. Là, on a refusé une centaine de personnes sur le mois, donc c'est vraiment très compliqué. Il nous faudrait plein de cocons comme ça en France pour que vraiment les gens puissent vraiment venir s'essayer. Donc, il y a les séjours en immersion qui durent 15 jours. Et puis, si la personne, au bout de ces 15 jours, ben, ça s'est bien passé et qu'elle veut continuer à avancer avec nous, elle peut venir faire des séjours plus longs avec la possibilité, à un moment donné, de s'installer aussi. Donc, de dire, ben voilà, moi, j'aimerais bien devenir habitant. Et là, elle rentre dans un parcours d'intégration. Et aujourd'hui, on a 7 familles sur 15 pour le quartier rural autonome, sachant que pour nous, on n'a vraiment pas communiqué parce que on veut vraiment faire des choses tranquillement. Et surtout, bon, il ne faut pas oublier que ce projet est un projet expérimental et que donc, si on vient s'installer comme habitant, ben, on va faire partir d'un projet expérimental et que donc, derrière, il y aura des conséquences. Hein, c'est pas juste on vient habiter un écolieu et puis voilà, on vit un long fleuve tranquille. Il va y avoir vraiment un travail avec des chercheurs, avec des collectivités locales. On va tester des choses, remettre en question d'autres choses. Et donc, il faut vraiment avoir l'âme d'un aventurier quoi, pour venir habiter Terra. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Ah alors, bon, on n'aimerait pas trop aller vers ça, si tu veux. Alors, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait plein de Jésus, en fait. C'est excellent. Merci Eric pour ton clin d'œil. Alors, est-ce que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous activez votre micro et puis vous posez votre question en direct live à Frédéric. Ah, voilà, Mouad. Et vous pouvez aussi activer votre caméra même. Oui, bonjour. Bonjour, Mouad. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai dû me lever juste un instant. Zoom ne peut pas. Ah, j'ai pas de caméra. J'ai pas de caméra. Du coup, je me suis absenté 2 minutes. Là, je vous rejoins. Alors, Ok. dites. J'ai posé une question à Monsieur Bosquet. Ah, je sais pas si dans l'intervalle vous avez Alors, répondu. en fait, oui. On vient de répondre. Désolé. On vient d'y répondre. Désolé, c'est ouais. Il y avait quelque chose qui a cramé sur le four, c'est pour ça. Ah, J'étais dans le courant. Donc, en synthèse, Ça arrivait juste au moment où il ne fallait pas. Oui, dites-moi. En synthèse, il y a des journées de visite qui se font sur un week-end. Donc, il y en a 4 cet été. Donc, si vraiment vous voulez nous rejoindre, envoyez un mail à contact@terra.coop. D'accord. Ouais. Mais je ne vous garantis pas qu'il y a encore de place parce que ça, vraiment, il y a beaucoup de monde qui viennent surtout l'été.
Ensuite, il y a des séjours immersion qui font une quinzaine de jours où les gens viennent et participent à la vie de l'écosystème coopératif en tournant dans les différentes activités. Et là, ils ont à la fois une partie, on va dire, formation, une partie information, puis une partie pratique avec des activités au sein de l'écolieu, des chantiers, etc. Et puis après, une fois que la personne elle a fait ces 2 jours, elle peut, ces 15 jours, elle peut revenir et éventuellement proposer de venir habiter. Et là, pour ça, elle rentre dans un parcours d'intégration où il y a tout un ensemble de choses à mettre en place et pour voir si ça convient à l'un et à l'autre. C'est un parcours qui dure 1 an. Et puis, les prochaines dates, c'est pour quand? Alors, les prochaines, c'est une très bonne question. Alors, pour ça, il faut que je prenne mon agenda, parce que je ne les connais pas. Les prochaines. Alors, la prochaine, c'est très bientôt, mais je crois que celle-là, elle est complète. Après, je vais regarder sur le mois prochain. Je pense qu'il y en a 2 en juillet. Alors, en juillet, la prochaine visite, la suivante, elle est le 25 et le 26 juillet. Après, il y en a une le 8 et 9 août. Et il y en a une le 22, 23 août. Et tant qu'à faire, je vais vous donner celle de… alors oui, en septembre, il n'y en aura pas parce qu'il y a notre assemblée générale, mais vous pouvez venir si vous voulez, si vous êtes adhérent. Entre le 18 et le… Tu peux redire et le 19, le 18 et le 19 septembre. Et puis après, je vous donne la visite de… Est-ce qu'on a prévu des visites déjà? En août, tu peux redonner en août, ça t'est trop vite là. En août. Alors en août, c'est le 8 et 9 août. Et le 22-23 août. Merci. Et puis, pour s'inscrire, il faut envoyer un petit mail. Voilà, il faut envoyer un petit mail à contact@terra.coop. Je vais vous remettre la slide parce que c'est écrit dessus. D'accord. Voilà, tac. Là, c'est encore en train de cramer, mais je ne me lève plus. Ah non, mais il faut, promis, sinon ça va brûler. Je me lève plus, promis. Moi, il ne faut pas faire de la cuisine quand J'ai envie de poser une question. Ouais, c'est… Vas-y, Claude, je t'en prie. Il n'y a pas d'attente. Claude, Oui. tu as une question, vas-y. Bonjour, je suis cette aventure depuis très longtemps. J'ai financé un petit peu au début. Je ne sais plus si je finance maintenant, mais je ne crois plus. Mais il faudrait reprendre ça. Moi, je suis engagé dans un projet d'habitat participatif qui se monte et on est bien orienté dans le Gard. Et la question que je voudrais te poser est la suivante. Nous, on a d'ambition simplement que d'habiter. On a un écosystème formidable que vous avez monté. Et par conséquent, ma question, c'est dans quelle mesure ce que vous produisez, effectivement, vous aide à monter la construction que vous engagez sur les 8 ans qui viennent là. Parce que nous, par exemple, on n'a aucune production. On va habiter de manière intelligente et participative, bien sûr, mais on n'a pas de fonction de production. Par contre, ici, sur le plan financier. Et donc, ma question, c'est dans quelle mesure votre production même, sous toutes ses formes, agricoles, mais aussi de formation, vous aide à la réalisation de votre habitat? Alors oui, parce que alors déjà, pour reprendre un petit peu, vous vous souvenez, dans le quartier rural, je vais vous remettre le quartier rural, pour que vous le voyez. Vous voyez toujours mon écran là, oui? Oui, c'est bon, ouais. Voilà. Donc, comme vous voyez, les couches principales de la souveraineté sont mises en place sur le quartier rural. Ici, vous avez une zone agricole qui va produire l'alimentation dont on a besoin. Mais on a quand même un marché bio avec des producteurs locaux et une épicerie bio qui nous permet de nous fournir au-delà du quartier rural, parce qu'il ne s'agit pas de faire de l'autarcie, mais de l'autonomie. Donc nous, on conçoit notre autonomie sur tout le territoire, c'est-à-dire un rayon de 30 km autour de notre terrain, de notre siège social. Pourquoi 30 km? Parce que c'est ce qu'on peut faire en vélo en une journée, sans s'essouffler. Et donc, si jamais il y avait un crash du système, il faut que dans un rayon de 30 km,
on puisse trouver tout ce qu'on a besoin pour se nourrir, pour se chauffer, pour être électrifié, etc. Donc, on produit ici l'alimentation. On a ici une production aussi d'énergie renouvelable qui nous permet d'alimenter tout le quartier rural en énergie, sachant que toutes les maisons sont passives, donc on n'a pas besoin de se chauffer. Elles sont chauffées par le corps humain, en quelque sorte. Pareil pour les habitats légers, ils sont tous autonomes. Et on a aussi, l'idée, c'est qu'on ait aussi une hydrolienne qui complète cette production, ainsi qu'un pyrolyseur. Je ne sais pas si vous connaissez les pyrolyseurs, c'est des outils qui permettent de transformer du bois en gaz, du déchet de bois en gaz. Et avec ce gaz, en fait, on fait tourner un... Pardon ? Et avec ce bois, en fait, et ce gaz, on fait tourner un moteur qui entraîne un alternateur qui produit de l'électricité. Donc, on a une cogénération entre solaire, hydrolien et bois. Et puis ensuite, toujours pareil en termes de production, toutes les maisons sont équipées d'un système de récupération d'eau de pluie avec potabilisation de cette eau de pluie pour leurs propres usages. Elles évacuent tous leurs déchets, donc ce qu'on appelle les eaux vannes et les eaux noires. Donc ici, il y a une petite phytoépuration qui permet de retraiter une part des déchets, mais il y a aussi une part de nos composts qui repartent bien sûr dans le jardin pour alimenter et recréer donc du compost sur le jardin. Ensuite, toutes les maisons sont fabriquées en terre, bois, paille. Donc la paille vient des agriculteurs qui se trouvent tout autour de chez nous, à moins de 15 km. Le bois provient de forêts qui sont à moins de 100 km du lieu. Donc, ce n'est pas nous qui produisons les arbres, mais ils sont produits très localement. Et la terre, bien sûr, provient de là où on est, puisqu'on est dans des terrains qui nous permettent aussi d'avoir de la terre de bonne qualité. Donc, pour vous répondre, oui, et bien sûr, on a aussi, alors ce n'est pas nous qui allons les produire, hein, on a aussi des véhicules en partage qui sont propulsés par notre propre énergie et qui sont partagés entre à la fois les habitants du quartier rural et puis les habitants du territoire qui peuvent adhérer aussi à tous les services de l'éco-village. C'est-à-dire que le quartier rural a des services qu'il offre, par exemple des paniers bio tous les mois, de l'énergie, de l'accompagnement à la transition. Tous ces services en fait qu'on a pour nous-mêmes, on les a aussi pour les personnes qui habitent sur le territoire, puisque notre idée, c'est ensuite aider le territoire à rentrer en transition, pas seulement nous. Voilà. Oui, mais tu vois, nous avons beaucoup de choses en commun pour ce qui est de la construction de l'habitat. On a une centrale solaire, on a des maisons passives aussi, on a récupération de pluie, etc. Ah, je t'entends plus, Claude. La question, c'était... tu m'entends plus? Si, ça y est, je t'entends à nouveau là. Allô? Oui. Allô, oui. Beaucoup des choses que tu as beaucoup de choses que tu as décrites là, nous avons dans notre projet aussi au niveau de la construction même, et nous avons une centrale solaire, on va avoir des maisons partagées, on a des récupérations de pluie, on a des maisons passives, etc. Ça c'est OK. Mais qu'habiter. Et donc, nous avons une charge pour construire qui, du coup, vient de nous, et puis un peu d'aide. On a un programme régional qui nous aide pas mal, et puis un peu d'emprunt bancaire. Et dans votre cas, je pense que diversifier vous aide à boucler votre budget de construction. Frédéric, on t'entend plus. Frédéric, oui. On t'entend plus. Ouais. Oui. Oui, Claude, justement, mais c'est pour ça que tout le mécanisme du développement du projet est fondé sur le centre d'éco-construction de ressources et de formation qui est ici et qui va, lui, co-construire tout le quartier rural. C'est-à-dire que l'investissement qu'on va mettre dans le quartier rural, en fait, donc les 6 millions d'euros, il va servir d'abord à alimenter du chiffre d'affaires pour les personnes qui vont construire le quartier rural, qui vont construire les panneaux solaires, qui vont construire les habitats légers. Donc, il y a toute une dynamique économique qu'on va enclencher simplement par le fait de construire
Ça, c'est le gros souci qu'on a aujourd'hui avec les habitats partagés. C'est que les gens, en fait, ils vont s'endetter pour construire, en tout cas ceux qui n'ont pas d'épargne, ils vont s'endetter ou ils vont dépenser leur épargne pour construire leur habitat. Mais derrière, cette source finalement, qui est une manne financière qui va arriver là, ils n'en profitent pas parce qu'en fait, c'est construit par des professionnels qui eux, ne travaillent pas en monde citoyen local et ne sont pas habitants du quartier rural. Alors que nous, notre idée, c'est de faire des constructions sous forme de chantier-école, ce qui fait que ça va faire travailler des artisans locaux, des formateurs locaux. Ça va donner la possibilité de payer 20% de ces montants qu'on va investir en monnaie citoyenne locale. Donc, ça va revenir aussi sur le territoire. Et puis, ça va concourir à vraiment créer un modèle économique qui va se tenir. Puisqu'en fait, les personnes qui vont s'occuper de l'entretien des maisons, c'est des habitants. Les personnes qui vont s'occuper des panneaux solaires, c'est les habitants. Les personnes qui vont s'occuper des habitats légers, c'est les habitants. Les personnes qui vont s'occuper de la brasserie, de l'épicerie, c'est des habitants. Et même ceux qui vont s'occuper aussi de la maison de la transition, ça va être aussi des habitants. Alors, bien sûr, avec des personnes extérieures, mais ça va vraiment créer une activité économique sur le quartier rural. Parce que notre idée, c'était justement que ce quartier rural soit équilibré sur le plan des revenus grâce à sa propre activité de maraîchage, d'énergie, de location de maisons, d'habitat léger, etc. De telle façon à vraiment faire en sorte que si jamais il y avait un crack, on ait une grosse partie couverte par les activités du quartier rural. Et ce qui fait ça, c'est le centre de formation et le fait de payer en monnaie citoyenne locale. C'est ce qui fait vraiment. Alors, oui. Ce que je propose, Frédéric et Claude, c'est qu'on continue parce que je crois que Frédéric voulait aborder deux autres sujets et comme il ne reste plus qu'une demi-heure, à moins qu'il y ait une question urgente. Alors, une question urgente de François qui lève la main. Oui, François. alors oui, bonjour à tous. Je m'excuse d'avoir pris la réunion un petit peu en retard pour des raisons un peu techniques. J'ai patiné un petit peu. J'ai deux, trois questions. D'une part, à quand c'est la première question plus générique qui peut être prise en dernier, mais à quand l'autonomie financière de l'aventure? La deuxième question, c'est est-ce qu'il est prévu des autres métiers, des autres corporations comme des métiers de service, voire des métiers de négoce, au-delà des produits de première nécessité, je dirais? Ça pourrait être l'informatique, pourquoi pas. Ça pourrait être un garagiste ou des accessoires dans toute une technologie, que sais-je, magasin de bricolage ou autre, peu importe. Voilà. J'ai entendu deux questions. Il me semble qu'il y en avait trois, non? Oui, enfin, c'était par rapport aux métiers de service ou de négoce. Oui, d'accord. Ah, d'accord, ok, très bien. J'avais donné comme exemple l'informatique et garagiste, après magasin de bricolage, que sais-je, quoi. Tout ce dont on a besoin, en fait, oui, tout à fait. La vie de tous les jours. Alors, sur la première question qui est à quand l'équilibre économique, voire même des résultats positifs pour SME, donc on s'est donné 10 ans, donc on est sur 2029. Sachant que pour l'instant, comme c'est le premier, notre idée, c'est surtout pas financiariser le modèle économique, mais vraiment le laisser trouver son propre rythme pour dégager des résultats. C'est pour ça qu'on ne passera pas par du prêt, puisque si on passe par du prêt, on devrait financiariser le modèle économique pour rembourser le capital avec les intérêts. Et pour nous, ça, c'est vraiment la pire des choses qu'on peut faire. Hein. Le fait d'apporter au capital, c'est-à-dire de rechercher des investisseurs pour apporter au capital de l'écosystème coopératif, ça va nous permettre de rembourser chaque année, enfin de payer chaque année uniquement les intérêts. Et notre capacité d'autofinancement, elle va pouvoir repartir directement dans le financement d'activités sur le quartier rural qui boostera l'économie locale. Si vous prenez aujourd'hui un quartier rural en moyenne, enfin, on va dire un habitat partagé, que vous avez ils remboursent entre 8 et 12 000 euros par mois. Vous imaginez, parce qu'il y a une partie capital, une partie intérêt, vous imaginez s'ils n'avaient plus qu'à rembourser 2% par an, ce qu'ils pourraient faire avec tout le reste. Ils pourraient créer des emplois, ils pourraient créer des activités, ils pourraient réinvestir dans le développement territorial, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de capter du capital, de rémunérer ce capital à 2%, et ensuite, avec la capacité d'autofinancement, c'est vraiment injecter de la liquidité dans le territoire pour créer des activités et booster l'économie locale. Donc, on s'est donné 9 ans. Pourquoi 9 ans? Parce qu'en fait,
c'est le temps qu'il faut en quelque sorte pour développer l'intégralité du quartier rural, dont l'équilibre économique repose à la fois sur des revenus passifs qui proviennent donc du capital qu'on a investi, c'est-à-dire les appartements, les locaux professionnels, les véhicules en partage, l'énergie solaire, l'hydrogène, en fait tous ces éléments qui sont des éléments productifs qui nous permettra de produire de la valeur et ensuite de récupérer cet argent sous forme de revenus. Et puis une partie de l'activité de travail aussi qui consistera à produire du maraîchage, à produire des services, des formations, qui va prendre un certain temps pour arriver à sa maturité. Voilà, donc on pense 10 ans. Et si jamais d'ici 10 ans, on arrive à dégager du résultat qu'on peut réinjecter, ça voudrait dire que le prochain éco-village, en optimisant bien sûr ce qu'on aura fait, puisqu'on pourra le créer juste à côté, pas très loin, ben ça nous permettra de le faire peut-être, de le faire en 10 ans, de le faire en 7 ans, et puis le suivant peut-être en 5 ans. Et ça nous permettra après d'avoir vraiment un modèle de développement territorial. Mais ça, c'est ce qu'on veut observer. C'est vraiment l'objet de l'expérimentation. Hein. Ça, je ne pourrais vous le dire que dans quelques années. Et puis pour votre deuxième question, on fonctionne sur le principe des porteurs de projets. Donc ça veut dire qu'on porte les projets que portent les personnes qui viennent s'installer. Donc si on a demain quelqu'un qui veut faire du négoce ou de l'informatique, ben, c'est avec plaisir qu'on l'accueillera et qu'il y aura une activité de négoce ou d'informatique sur le lieu. Pour l'instant, les personnes qui s'installent sont plutôt des personnes qui s'installent autour de l'agriculture, donc de l'alimentation, de l'éco-construction, de l'énergie, de la formation, de l'animation à la transition écologique, de la mobilité. Mais pour l'instant, effectivement, on n'a pas de technicien en informatique, mais il nous reste encore des places, donc peut-être on aura un informaticien bientôt sur le terrain. Juste rappelle une petite chose aussi, ça c'est pour le fun. Je suis déjà venu te voir les tout premiers jours de septembre 2018. J'étais en vacances à 10 km et j'étais venu voir, j'ai passé l'après-midi avec toi. Et on a mangé avec ma femme, on a mangé chez vous. Ah d'accord, je suis désolé, je ne t'avais pas reconnu, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave, eh oui, je suis venu qu'une fois. Hein. Mais voilà. C'était un moment assez fort, on avait beaucoup partagé sur le projet. Mais c'était déjà la 3e année qui était prévue pour une période de 10 ans. Donc en fait, finalement, tu as décalé un petit peu. Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre le moment où on s'est installé et aujourd'hui, on a perdu 27 mois. On a perdu 12 mois parce qu'en fait, on n'a pas pu construire l'éco-village sur le terrain. Donc, il y a eu une bataille administrative qui nous a pris 12 mois. D'ailleurs, on a failli en mourir. Donc, les amis, si vous voulez créer des écolieux, attention à la partie législation. Et pas seulement que la loi, parce que la loi était avec nous. Mais malheureusement, les personnes qui portaient cette loi n'ont pas souhaité l'appliquer telle que nous, en tout cas, on interprétait les textes. Donc, on a perdu 12 mois. Et ensuite, il a fallu qu'on retrouve un autre lieu pour la partie quartier rural. Et là, on a un maire d'une commune à côté, donc de Lustrac, qui nous a gentiment téléphoné en disant ben, « Nous, on veut bien vous accueillir chez nous. On a 4 hectares, mais il faudra aussi convaincre le conseil municipal. » Et donc, du coup, ça nous a pris 15 mois pour convaincre le conseil municipal de rentrer dans le projet. Et donc, voilà, donc on a perdu 27 mois. Voilà. Dans ce type de projet expérimental, c'est toujours plus long, ça coûte toujours plus cher, c'est toujours plus compliqué, mais à la fin, on gagne. Enfin, c'est ce que je crois. Merci. Frédéric, tu nous continues à présenter les 2 sujets que tu voulais aborder, le juridique et la gouvernance, je crois. Oui, ça va, on a le temps. Ok, alors, ça va, vous avez encore un petit peu d'attention pour une partie un petit peu plus, on va dire, technique, mais je pense que c'est important pour que vous compreniez bien aussi comment on fonctionne. Oui, d'accord, pas de problème. Alors, là, ce qu'on va faire, on va rentrer plus dans la mécanique interne, mais je pense que c'est important parce que si vous voulez créer un écosystème coopératif, vous avez vu, on est passé d'un éco-village à un écosystème, c'est-à-dire qu'autour de ce quartier rural, il y a tout un ensemble de partenaires qui collaborent avec nous. Et donc, il a fallu qu'on élargisse notre conception de l'écolieu. Et là, aujourd'hui, notre écolieu, ce n'est pas seulement le quartier rural autonome, c'est tous les partenaires qu'on a avec nous sur le territoire, des collectivités locales, des entreprises, des associations, des partenaires financiers, des chercheurs.
et les habitants, pas seulement les habitants du quartier rural, mais aussi tous les habitants qui habitent dans le territoire de vie. Donc, on est vraiment passé de cette dimension éco-village à la dimension écosystème. Et pour faire un écosystème, il nous faut plusieurs structures. Et c'est un peu ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, vous avez vu que tout à l'heure, on est parti d'une société civile immobilière. Moi, je vous la recommande parce que c'est vraiment les structures les plus simples. Alors, uniquement pour le foncier non bâti et le bâti professionnel. Alors, pourquoi? Parce que la société civile immobilière, c'est une société qui est très simple. Elle peut être à capital variable, c'est ce qu'on a fait nous, qui nous permet de faire rentrer au capital les personnes qui veulent nous aider, et les faire sortir très simplement et les remplacer par de nouveaux, sans à chaque fois modifier les statuts, etc. Donc là, on a une société, une société civile immobilière au capital de 250 000 euros, mais qui est variable jusqu'à 6 millions d'euros. Donc, on pourra faire tout le projet avec la même société civile immobilière. Et comme vous l'avez vu, on va accueillir dans cette société civile immobilière uniquement le foncier non bâti, donc les terrains, et les bâtiments professionnels, à usage professionnel. Pas les habitats à usage d'habitation principale pour leurs propriétaires. Ça, ce sera une autre structure qu'on appelle une coopérative d'habitants qui va être propriétaire de ces habitations. Là, c'est vraiment tout ce qui va toucher en fait pour faire tourner le modèle économique, le patrimoine du modèle économique. Et en plus, c'est très sécure pour les investisseurs, puisque quand ils mettent leur argent dans la société civile immobilière, si jamais il y a des problèmes économiques après, la SCI ne sera pas touchée, puisqu'elle est séparée juridiquement de la société qui exploite après les structures. Donc, c'est là-dedans qu'on a mis des sous. Donc, on ne met pas les sous n'importe comment. L'idée, c'est vraiment de faire à peu près un tiers. C'est-à-dire un tiers d'argent qui viennent de particuliers ou d'associations, de fondations. Donc là, c'est des personnes physiques qui viennent investir dans le quartier rural. Ça peut être aussi des gestionnaire de fortune. Ça peut être aussi des personnes morales, comme par exemple une coopérative de financement, comme la coopérative Oasis. Donc, un tiers de ce financement passe par là. Un tiers de financement passe par le marché. Donc là, par le marché, ça veut dire que là, on fait appel à des investisseurs privés. Donc là, l'idée, c'est vraiment des personnes qui veulent investir dans le capital de la structure, avec derrière une exigence de réciprocité, c'est-à-dire d'avoir une rémunération qu'on limite à 2%. Mais c'est important pour nous de connecter tout ce monde, on l'a vu tout à l'heure, de finance éthique, qui vient alimenter en fait aussi le modèle. On veut vraiment se réconcilier avec des investisseurs éthiques qui pourront vraiment faire d'une pierre deux coups. Alors, je pense en particulier aux fondations aujourd'hui, qui placent leur argent sur les marchés financiers, avec toutes les conséquences désastreuses que ça peut avoir sur les humains et la nature, qui récupèrent 2% de cette rentabilité pour ensuite aider les gens à reconstruire ce que leurs investisseurs ont détruit. Donc, ce n'est pas très écologique. Donc, nous, on leur dit, faites une pierre deux coups, investissez dans des choses qui réparent, et en même temps, avec l'argent qu'on vous donnera de vos intérêts, vous pourrez comme ça vraiment pleinement satisfaire votre mission. Et après, le troisième investissement, c'est l'État. L'État ou les structures de l'État. Aujourd'hui, alors quand je parle de l'État, c'est au sens large, ça inclut même l'Europe. Aujourd'hui, vous avez par exemple des banques de financement nationales et européennes qui peuvent investir dans ce type d'écolieux, puisqu'elles ont toutes comme vocation de désenclaver les zones rurales. Et là, on travaille avec une fondation qui s'appelle la Fondation Zoein, qui peut nous permettre d'avoir un accès, par exemple, à la banque de financement européen, qui serait prêt à mettre 1 million. Dans ces cas-là, on changerait d'échelle et ce serait vraiment formidable. Donc, notre idée, c'est vraiment de répartir les investissements pour ne pas dépendre d'un seul type d'investisseur. Voilà. Donc, ça rentre au patrimoine. Et avec ça, finalement, on va mettre en location les propriétés, en quelque sorte, de la SCI. Et grâce à ça, on va tirer une exploitation qui va venir renforcer le patrimoine par des résultats bénéficiaires, qui permettra ensuite de développer au fur et à mesure les investissements. Et donc, à terme, d'avoir de moins en moins besoin d'investisseurs extérieurs, avec un objectif demain d'être nous-mêmes des investisseurs. On le verra tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est que vraiment l'économie se développe et qu'on puisse après investir par nous-mêmes dans d'autres écolieux. Alors, à partir de cette activité, on va créer plusieurs structures qui vont chacun remplir un petit peu comme dans un corps humain des fonctions particulières. Donc, on va créer une société coopérative d'intérêt collectif qui va mettre en exploitation toutes les structures propriétaires de la SCI. Donc, là-dedans, on va y retrouver, par exemple, la brasserie, le bar, la maison de la transition. On va y retrouver aussi la gestion en location du camping avec les habitats légers, mais aussi les flottes de véhicules en partage, la production de l'énergie.
Et pourquoi on a choisi une société coopérative d'intérêt collectif? Parce que c'est la seule structure en France qui permet d'accueillir des collectivités territoriales. Et c'est pour ça que d'ailleurs la mairie a pu mettre 44 000 € et participe à la CIC. Et nous, notre objectif, ce serait que bien sûr demain, on puisse avoir le département, la région et d'autres collectivités territoriales pour que ce projet soit vraiment une co-construction des activités locales. Donc, société coopérative d'intérêt collectif. Ensuite, on a une coopérative financière. Donc, la coopérative financière, ben, du coup, on n'a pas eu besoin de la créer. Donc, on a utilisé la coopérative Oasis, donc, qui a été lancée par le mouvement des Colibris, qui aujourd'hui est devenue autonome sous le nom de coopérative Oasis, et donc qui est une institution financière labellisée Finansol qui permet de défiscaliser 20% du montant des apports des investisseurs, ce qui permet aux investisseurs de faire une opération fiscale et en même temps, nous, de récupérer cet argent pour les remettre au service du commun. Donc, tout le monde y gagne. Et ça permet de drainer des fonds éthiques, pour le coup, là, à travers la coopérative financière. Vous avez une troisième structure qu'on n'a pas encore créée, qui s'appelle la coopérative d'habitants, qui, elle, va devenir propriétaire donc, des bâtiments qui vont servir d'habitation sur les co-lieux. Alors, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on voulait vraiment séparer la propriété lucrative, donc qui sert à louer et à faire de l'argent avec, de la propriété d'usage, qui permet, elle, d'utiliser le bien pour son propre usage personnel. Donc, pour différencier vraiment ces deux types de propriétés, on a deux structures. La coopérative d'habitants qui sera propriétaire donc des appartements, des maisons, des habitats groupés qu'on va faire sur le terrain. Et chaque habitant sera à la fois locataire d'un des appartements, propriétaire de parts sociales dans la coopérative d'habitants et aura une rémunération qui est liée à son apport à la coopérative. Voilà. Et donc, ça nous permet de séparer aussi les problèmes liés, par exemple, à la transmission des biens à leurs enfants, parce que si jamais, par exemple, une personne du quartier rural décède et que son fils ou sa fille veulent reprendre la maison, ils ne pourront pas. Ils ne pourront que récupérer les parts sociales ou profiter des 2% de rémunération de ces parts sociales. Et par contre, pour habiter à la maison, ben, il faut qu'ils soient locataires, donc qu'ils soient acceptés par les propriétaires, et derrière qu'ils soient vraiment respectueux de la charte de la coopérative d'habitants. Et donc, du coup, ça nous permet de garantir une orientation de la coopérative d'habitants sur le lieu. Ensuite, mais ça, on ne l'a pas encore créé, on la créera vraiment à la fin. C'est ce qu'on appelle le WACAS. Le WACAS, c'est un organisme d'accueil communautaire et d'action solidaire. Donc, c'est la même structure qu'Emmaüs. Cette structure, elle va nous permettre de rémunérer des personnes qui ne sont pas sur le secteur marchand. Par exemple, toutes les personnes qui ne voudront pas avoir d'activité marchande, on pourra leur verser leur revenu d'autonomie par l'intermédiaire de ce WACAS. Et ils auront des activités qui seront productrices de valeur dans le sens de force de vie, mais pas forcément de monnaie. Et donc, ça nous permettra à nous de rémunérer aussi des personnes à travers ce WACAS et qui n'ont pas d'activité marchande et de donner des revenus à tous les habitants du quartier rural. Et puis enfin, on a aussi une dernière structure qui s'appelle une coopérative d'activité et d'emploi. Donc là, on devait la créer, on n'a pas eu non plus besoin de la créer puisque cette activité existait déjà. Donc on a passé un partenariat avec une coopérative d'activité d'emploi qui s'appelle Coaction. Donc une coopérative d'activité, qu'est-ce que c'est? C'est une coopérative qui accueille un porteur de projet, qui va donc transformer son chiffre d'affaires en salaire, qui sera considéré comme un salarié entrepreneur de la coopérative. Donc il cumulera, on va dire, tous les avantages du salarié, puisqu'il sera donc, il paiera des cotisations sociales, il pourra se mettre au chômage si son activité ne marche pas, et puis il va comme ça pouvoir se concentrer vraiment sur son talent et laisser à la coopérative le soin de gérer toute la partie gestion, compta, finance, sociale, fiscalité. Et donc, ça permet à des personnes qui ont du talent, qui veulent rester autonomes, de pouvoir monter leur activité sans forcément avoir toute la lourdeur administrative d'une entreprise classique. Ça leur permet aussi de tester leur activité sur 2-3 ans, et puis sur 2 ans, 24 mois. Et au bout de 24 mois, s'ils se le sentent, soit ils restent dans la coopérative, à ce moment-là, ils seront actionnaires et entrepreneurs à vie dans cette coopérative, soit ils peuvent aussi essaimer, c'est-à-dire ils peuvent quitter la coopérative et monter leur structure sous forme d'une SARL, une société agricole, ce qu'on veut. Voilà. Et donc, nous, on a 5 personnes aujourd'hui qui sont dans une coopérative d'activité d'emploi. Toutes ces structures, elles vont générer des recettes, donc générer des revenus pour les personnes qui vont y travailler.
Et donc, toutes ces structures vont aussi, bien sûr, générer des résultats qui vont constituer leur patrimoine. Et grâce à ce patrimoine-là, donc ces résultats, cet excédent brut d'exploitation, on va ensuite pouvoir drainer une part de ces résultats vers le fonds de dotation qu'ils pourront alimenter et donc défiscaliser 60% pour les particuliers ou 60% pour les entreprises et 70% pour les particuliers. Et grâce à ce fonds de dotation, eh bien, on pourra, avec les contributions des salariés des structures ou des personnes qui voudront s'ajouter à elles, financer de nouveaux quartiers ruraux, puisque notre objectif, c'est effectivement de développer ce fonds de dotation pour financer d'autres quartiers ruraux sur le même modèle qui permettra à d'autres personnes de se financer encore plus facilement que ce qu'on a fait. Et une part de cet argent reviendra sous forme de contribution, sous forme de revenu d'autonomie au sein du WACAS pour financer les revenus d'autonomie des personnes qui n'auront pas d'activité marchande. Et on espère bien qu'à un moment donné, on deviendra bénéficiaire et que donc on pourra ainsi considérer que ce modèle-là est un modèle de développement territorial. C'est vraiment l'objectif du projet à terme. Et c'est pour ça qu'on a monté cette expérimentation, parce qu'on le croit, mais on ne le sait pas encore. Donc on va le découvrir j'espère, dans les 7 ans qui vont suivre. Alors, un dernier point que je voulais soulever avec vous, qui est pour moi hyper important, parce que alors je sais que, bon, on a du mal à en parler, mais c'est quand même 85% qu'est-ce que je dis, c'est 90% des causes d'arrêt des projets collectifs sont le putain de facteur humain ou précieux facteur humain, ça dépend des moments. Et donc, c'est important de le prendre en compte dès le départ, parce que sinon, on risque d'exploser en vol. Alors, pour nous, ça c'est très important dans Terra, ça fait partie vraiment de son ADN. Les personnes, les cercles d'activité, c'est-à-dire les ensembles de personnes qui vont se réunir autour des activités et les lieux dans lesquels se passent ces activités sont souverains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une structure qui dit voilà, on fait ci, on fait ça, et vous faites comme ci, vous faites comme ça. Donc il n'y a pas de lien de subordination entre nous et les personnes, les activités et les lieux. Bien sûr, il y a un cadre commun avec des règles qu'on a fixées collectivement, mais pour nous, notre objectif, c'est que vraiment les activités se développent à partir des personnes, et nous, on est là pour organiser en quelque sorte ces activités pour qu'elles aient un maximum de ressources dans la mesure où, bien sûr, elles soient respectueuses des humains et de la nature. Parce que si elles ne le sont pas, on ne les prendra pas. Donc, comme vous le voyez, tous ces petits cercles-là, c'est les cercles de Terra. Il y en a des tonnes et des tonnes, je ne vais pas tous vous les citer. C'est justement pour vous montrer qu'on ne peut absolument pas gérer ça avec un point central, quoi. C'est absolument pas possible. Il faut qu'on ait un outil qui nous permette de gérer ça de façon le plus décentré possible. Et c'est pour ça qu'à Terra, on a beaucoup travaillé sur la gouvernance partagée, avec vraiment des instances qui ont chacun un rôle à jouer à l'intérieur de l'écosystème coopératif. En particulier, donc, les 4 instances dont je vais vous parler, il y en a d'autres, mais je vous ai sorti vraiment celles qui, pour moi, sont les plus importantes. Donc, une première instance, c'est quand elle est créée ponctuellement, tous les 2 ou 3 ans, ça dépend, en fonction des besoins. Donc, ça s'appelle Place tes aspirations. Donc, c'est une grosse réunion où on réunit tous les volontaires du projet et on leur demande quelles sont les activités qu'ils veulent conduire dans l'écosystème. Et donc, il y a des personnes qui disent, voilà, moi, je veux faire de la boulangerie, je veux faire du maraîchage, je veux faire ceci, je veux faire cela. Il y a même des gens qui veulent courir tout nus dans les bois. Donc, je plaisante, mais c'est pour vous donner l'idée qu'on prend vraiment toutes les activités. Et ensuite, on fait une deuxième réunion, un deuxième cercle qu'on appelle la théorie du changement, où là, on fait l'inverse. Au lieu de demander à quoi les gens aspirent, on réfléchit sur c'est quoi le besoin de notre projet. Puisque le projet Terra, il a quand même un objectif final, qui est l'instauration d'une base inconditionnelle pour tous les citoyens de leur naissance et leur mort en monnaie citoyenne locale, contre-garantie par une production locale. Donc, il y a vraiment un objectif politique. Et donc, on se dit, ben voilà, pour réaliser ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Et là, on décline à rebours les étapes par lesquelles on doit passer pour arriver à cet objectif. Et là, on décline aussi les activités dont on a besoin pour arriver à cet objectif. Et quand on a fait ça, on réunit les deux. Je ne sais pas si on voit mes mails, oui peut-être. On réunit les deux et on essaie de regarder qu'est-ce qui match. Donc, toutes les activités qui matchent personnelles avec le projet, elles sont immédiatement adoptées. Celles qui ne matchent pas avec le projet, les gens peuvent les conduire en solo. On ne s'en occupe pas à condition qu'elles soient respectueuses des humains et de la nature. Et puis, il va nous rester des activités qui, elles, ne sont pas prises en charge par des personnes locales. Et à ce moment-là, on fait des appels à projets et on fait un recrutement de nouvelles personnes qui vont rentrer dans le projet pour porter ces activités qu'on ne porte pas encore. Voilà.
Ensuite, toutes ces activités sont validées par notre Assemblée générale. L'Assemblée générale se réunit 1 fois par an. Elle comprend tous les adhérents et sympathisants du projet. Elle a pour vocation à la fois d'entériner les grands choix stratégiques de l'association, de valider que ça tourne bien et de réunir tous les gens qui portent dans leur cœur ce projet. Donc, les cercles ont une validation officielle avec un budget lors de l'Assemblée générale. La prochaine, elle est en septembre, si vous voulez y participer. Et puis ensuite, on a un conseil d'administration qui est l'émanation à la fois de l'Assemblée générale qui le valide et à la fois des cercles qui ont été créés, puisque le CA est composé des représentants de cercles, donc de cercles d'activité qui ont été validés. Et le CA a pour rôle de gérer l'association au quotidien. Il se réunit tous les 15 jours et c'est là que se prennent la plupart des décisions majeures qui impactent les cercles. Mais très important, ces décisions qu'on prend en conseil d'administration, ce n'est pas des décisions qui sont à l'intérieur des cercles. Chaque cercle est souverain, il fait ce qu'il veut à l'intérieur de ses prérogatives. Là, c'est plutôt des décisions qu'on doit prendre intercercles, par exemple sur les budgets, sur la législation, sur des activités qui vont se télescoper et donc sur lesquelles il va prioriser, par exemple, des investissements ou du temps. Et donc, c'est là qu'on va venir régler en quelque sorte les frottements entre les différentes activités, mais aussi ce qu'on appelle, nous, le métier d'entre les métiers, c'est-à-dire des activités qui ne sont pas des activités directement de production, mais qui sont nécessaires à la production. Par exemple, le secrétariat, la gestion, la comptabilité, le juridique, la communication externe, la communication interne, la recherche de financement, tout ça, ce sont des activités qui ne sont pas forcément liées à un cercle particulier de production vitale, mais qui sont nécessaires, on appelle ça des cercles d'appui, et qui vont être nécessaires par contre à la production de ces cercles. Donc, toutes ces discussions sont portées par le conseil d'administration au quotidien. Ensuite, on a plutôt ensuite des activités au quotidien qu'on a définies par des activités de bien vivre ensemble, alors qui sont super importantes, même si on ne les voit pas forcément, elles sont vraiment fondamentales. Donc là, je vous en ai décrit 7 pour vous donner plutôt une sorte de panorama de ce dont on a besoin pour fonctionner au quotidien, pour éviter justement le putain de facteur humain et rester avec le précieux facteur humain le plus longtemps possible. Donc la première, c'est en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle la sollicitation d'avis. Donc la sollicitation d'avis, c'est vraiment le principe de base du fonctionnement au quotidien. Donc à partir du moment où un cercle a été reconnu avec son référent ou ses référents et ses activités, il est vraiment souverain et il prend les décisions qu'il veut prendre à l'intérieur de ce cercle. Par contre, s'il y a des décisions qui impactent les autres cercles, il doit passer par ce qu'on appelle une sollicitation d'avis. C'est quoi la sollicitation d'avis? C'est le fait pour un membre d'un cercle de consulter ceux qui vont être impactés par cette décision ou qui sont experts dans la décision qu'il veut prendre avant de prendre une décision. Et donc, ça permet d'avoir des discussions et des coordinations entre les différents projets de telle façon qu'on ne se fasse pas tout et n'importe quoi. Donc, la sollicitation d'avis, c'est vraiment le principe de base. Généralement, ça se passe soit par une sollicitation d'avis au niveau du CA, soit ça se passe avec notre forum où les gens posent des questions et puis les gens répondent sur le forum. Et s'il n'y a pas d'objection, ben, la sollicitation d'avis est validée, sachant que la personne peut ne pas suivre la sollicitation d'avis. C'est un risque qu'on a pris. En tout cas, pas tant que ça ne touche pas le budget et la loi. Si ça touche le budget et la loi, il y aura vraiment un veto du conseil d'administration avec toute une procédure de recours. Mais il faut quand même se protéger quand même des risques financiers et puis des risques législatifs. Donc, le recours doit se faire auprès du CA. Et donc, mais tant que ça ne touche pas à des problématiques de budget ou de législation, donc on fait ça par sollicitation d'avis. Après, on a ce qu'on appelle les réunions de synchronisation. Donc, les réunions de synchronisation, c'est des réunions qu'on fait chaque semaine, où là, ben, tous les personnes viennent, se regroupent. Généralement, ça se termine par un petit repas sympa. Et là, pendant la semaine, tous les cercles vont dire un petit peu ce qu'ils font, donner leurs besoins, leur envie, et puis les gens vont venir s'ajouter sur les différents chantiers des cercles, ou vont faire des annonces si jamais, par exemple, ils doivent partir en train, s'ils ont besoin de covoiturage, s'ils ont besoin de ceci ou de cela. Donc, ça va se faire pendant les réunions de synchro qui se font 1 fois par semaine le lundi. Après, on a ce qu'on appelle les cafés citoyens. Les cafés citoyens, qu'est-ce que c'est? Ce sont alors, ça se passe généralement, ça dure 2 heures. Généralement, ça a lieu 1 fois par mois. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait là, mais généralement, c'est 1 fois par mois.
Et là, c'est quelqu'un qui va proposer en fait une question à l'étude des volontaires. Alors, ça peut être des questions politiques, ça peut être des questions sociologiques, ça peut être des questions… Et donc, le format, c'est la personne fait une présentation de 10 minutes qu'elle a préparée. Et puis, à partir de là, il va y avoir des clarifications, des discussions. Et derrière, on n'en tire pas forcément de décision, mais plutôt, c'est plutôt pour partager des idées, pour créer un ciment aussi politique entre nous. Et donc, voilà, il y a des tas de sujets qui sont abordés, le travail, l'anarchie, la République. Enfin bref, c'est des sujets super intéressants et ça nous permet vraiment de cimenter en fait nous cimenter entre nous. Après, on a ce qu'on appelle les marchés gourmands. Dans les marchés gourmands, généralement, ils ont lieu tous les 3 mois. Et l'idée, c'est d'organiser avec comment dirais-je, les producteurs locaux, des marchés gourmands dans le coin. Et on a vraiment, on travaille avec eux. Et puis donc, les gens viennent avec leur stand. Les gens peuvent acheter des produits locaux et en même temps, ils mangent. Et puis, on fait un petit concert ou un petit spectacle. Et bien sûr, tout est en monnaie citoyenne locale et les gens peuvent rester, acheter. Et ça nous a fait vraiment connaître sur le territoire. Et on en a organisé à Marsiquère et puis sur Tournon. Et voilà, donc ça nous a d'ailleurs permis de créer le réseau de distribution qu'on a aujourd'hui avec une quinzaine de producteurs et qui tourne bien avec une quinzaine de paniers bio. Et donc notre objectif, ce serait d'arriver aux alentours de 80 paniers bio. Ensuite, très important, on fait aussi des formations. Je vais vous donner l'exemple de la communication non violente. Si on veut vraiment se développer sur ce projet, il faut vraiment que les personnes aient des outils pour exprimer leurs besoins, pour faire une demande, pour développer une stratégie ou trouver des alternatives aux stratégies qui ne marchent pas et pour vraiment exprimer leurs ressentis. Et pour ça, on a choisi pour l'instant la communication non violente. Non pas que ce soit officiellement un stade Pietera, mais on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui pour l'instant. Donc, on propose à tous nos volontaires, nos permanents, nos adhérents de se former à la communication non violente pour avoir une culture commune. Et là, aujourd'hui, on a fait le niveau 1 et le niveau 2, quasiment tout le monde l'a fait. Et là, on attend le niveau 3 très bientôt pour continuer notre formation en communication non violente. Alors, on a aussi formé aussi, bien sûr, à la gouvernance partagée, on s'est formé à plein d'autres choses, mais je vous ai donné celle-là parce que c'est vraiment celle qui a participé le plus, je pense, à l'apaisement des tensions entre nous. Ensuite, on a ce qu'on appelle les cercles de la paix. Donc, les cercles de la paix, ce sont des réunions qu'on fait généralement, on va dire, tous les 15 jours, je pense, à peu près, ça dépend, où là, chacun peut s'exprimer à tour de rôle en passant un bâton de parole de l'un à l'autre. Et là, chacun exprime son ressenti, chacun exprime ce qu'il a sur le cœur. Ça peut être vraiment n'importe quoi, des problèmes perso, des problèmes de travail, des problèmes de relations. Ça peut être des choses métaphysiques, ça peut être des choses très, très, très personnelles. C'est très, très intense, un cercle de la paix. C'est ouvert à toutes les personnes qui veulent y participer, y compris les volontaires de passage. Et d'ailleurs, souvent, ils sont très émus, les volontaires, en passant, parce que c'est vrai que le niveau de relation dans les cercles de la paix est très intense et très bénéfique. C'est là où je pense qu'on sent le plus la fraternité, en tout cas, émerger de notre groupe. Ça se sent, c'est presque palpable. Les cercles de la paix sont très importants, puisqu'en fait, c'est là où on va vraiment un peu mailler ce que l'on est vraiment. Et puis, un peu comme dans une maison, on fait une cuisine pour faire à manger, eh bien, dans un groupe, il faut créer un cercle restauratif parce qu'on va avoir des conflits. Et donc, depuis le début de Terra, je crois que c'était 2015, on a créé un cercle restauratif, c'est-à-dire un ensemble de procédures qui nous permettent de gérer nos conflits. D'ailleurs, le projet aurait capoté dès la deuxième année si on ne l'avait pas créé, donc je vous invite très fortement à vous documenter sur les cercles restauratifs. Super important. Donc, un cercle restauratif, c'est tout un ensemble de procédures qui permettent à deux personnes qui sont en conflit de pouvoir faire appel à un facilitateur qui a été formé au cercle restauratif. Il va tenter de les aider à résoudre leurs conflits et s'il n'y arrive pas, il va provoquer un cercle restauratif. C'est-à-dire chacun des deux protagonistes va faire appel à des personnes qu'il a envie de voir dans le cercle. Toutes ces personnes vont se réunir, généralement ça dure entre 3 et 9 heures, ça va dépendre de la complexité des problèmes à résoudre. Et donc la personne qui a provoqué le cercle restauratif va exprimer l'objet de son conflit à la personne qui est l'objet de son conflit.
Et puis, le facilitateur va aider la personne à reformuler l'objet du conflit de la personne. Et puis, progressivement, les personnes vont apprendre à s'écouter. Il y a plein de choses qu'ils ne vont pas comprendre et plein de choses qu'ils n'auront pas entendues. Et donc, tous les gens qui sont autour d'eux vont les aider à reformuler ce qu'ils n'ont pas compris, de telle façon à ce que progressivement, ils se rendent compte qu'une grosse partie de leur conflit est généralement liée à un problème de communication. Et pour l'avoir vécu plusieurs fois, je peux vous dire que c'est un outil qui est vraiment super puissant, puisque, par exemple, moi, avec un ami qui est vraiment un ami très, très proche, on avait de gros soucis au départ, on était vraiment proche d'un conflit grave, et que maintenant, on est les meilleurs amis du monde, et ça se passe super bien. On est super content d'avoir fait ce travail-là, parce qu'on a compris pourquoi on était en conflit, et maintenant, on fait beaucoup plus attention à la façon dont on se parle, et on prend soin de notre relation. Voilà, et donc le cercle restauratif, pour moi, c'est vraiment aussi fondamental que la cuisine dans une maison. C'est vraiment un outil extrêmement important. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de Shabada. Donc Shabada, c'est le seul membre de Terra qui a son revenu de base à monnaie citoyenne locale. Mais cette monnaie citoyenne locale, c'est des croquettes. Il n'est même pas obligé de chasser des souris. Donc c'est vraiment notre mascotte. Il produit aussi beaucoup d'externalités positives. Qui sont par exemple les câlins. Donc voilà, c'est une machine à câlins. Et pour ça, il ne se fait pas payer parce qu'il a en une base. Donc il est super content. Et pour nous, j'aime bien terminer là-dessus parce que Terra, c'est aussi tous les vivants, c'est pas seulement que les humains. Voilà. Merci beaucoup Frédéric, c'était super passionnant. Il y a Stéphane qui a levé la main. Alors Stéphane, vas-y ou allez-y. Oui, bonjour, merci. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Ouais. Ouais, super. J'avais deux questions. La première, ça concernait l'intégration des habitants du village dans le processus de création du éco-hameau. Comment il y a eu des opposants au projet? Comment ça s'est passé? Et ma deuxième question, elle concerne les engagements en termes contractuels avec la commune qui vous accueille. Vous avez évoqué une phase de 15 mois, je crois, pour convaincre le conseil municipal. Est-ce que vous pourriez nous raconter ça plus en détail? Merci. Ah, Frédéric, il a l'air d'être figé, coupé. Alors, sa coupure, je ne peux pas répondre à sa place à cette question, mais coupé. Frédéric? Plus de Frédéric. Bon, c'est comme tout à l'heure, on a une petite coupure. Voilà, il a disparu. Et il revient. Excusez-moi, ça s'est coupé. Ben oui, nous sommes à Massière, une petite ville, à Tournon, une petite ville avec pas de très gros débit. Oui, donc vraiment, autant l'Artel, ça a été vraiment un souci parce qu'on a vraiment des voisins qui avaient le bras long, qui étaient alliés avec le maire, qui était la même instance politique que le président de la communauté de communes, qui était lui-même de la même instance politique que le préfet. Donc, du coup, on a eu vraiment de gros soucis. On a bloqué le projet de construction des maisons sur l'Artel. Et malgré le fait qu'on ait fait des réunions publiques, malgré le fait qu'on ait expliqué, malgré le fait que des personnes nous soutenaient aussi, qui sont venues vraiment nous aider. Recoupure. Bon, Eric, est-ce que tu as un dessin pour agrémenter les Pardon? Excusez-moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait dit quelque chose. Voilà, donc du coup, on n'a pas pu le faire sur l'Artel, malgré les réunions publiques qu'on avait organisées. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que sur Trentel, on a mis 15 mois. Donc ça a été vraiment… puisqu'on a mis 12 mois pour se préparer sur l'Artel, on a mis 15 mois sur… Et là, on a fait pareil, réunion publique, on a travaillé en concertation avec une équipe du conseil municipal, avec le maire, on se voyait tous les 15 jours. Et donc, il y a eu vraiment vraiment un processus d'intégration très fort, à tel point que d'ailleurs, il y a des personnes du coin qui habitent les villes à côté, qui sont venues nous rejoindre. Et dans le projet, aujourd'hui, il y a 4 personnes de Terra et 3 personnes qui sont venues… 5 personnes de Terra et 2 personnes qui sont venues, enfin, deux foyers, qui sont venus du coin, de Villeneuve-sur-Lot, et puis une autre personne qui habite juste à côté. Donc, on voit bien à quel point ça a bien matché, quoi, voilà. Donc, notre travail, c'est vraiment effectivement de le faire
avec les parties prenantes du territoire. Et pour ça, les personnes sont sollicitées pour participer aux réunions, aux commissions, aux activités qu'on fait. Et jusqu'à la fin du projet, quoi. Pour nous, il n'y a pas de séparation avec les habitants du territoire. Notre objectif, c'est vraiment co-construire avec eux. Alors, une petite question, parce que je crois que tu ne vas pas tarder à partir. Il est déjà malheureusement, je suis désolé. Ouais. Je pensais que ça serait suffisant. Mais je crois qu'Éric avait aussi un petit dessin à partager. Je ne sais pas s'il en a. Oui, voilà, il arrive. C'est dans un rayon entier. Pas mal. Excellent. Écoutez, en tout cas, merci à tous les participants, merci aux questions, même si vous en avez probablement encore. Moi, j'aurai la chance ce week-end de participer au... Ouais, ils sonnent toujours 2 fois. Ouais. Et même plusieurs fois, même, hein, je peux te le dire. Donc, en tout cas, oui, moi, ça me donne qu'une envie, c'est de connaître encore plus le projet, voire même de m'y impliquer d'une façon ou d'une autre. Donc, je serais ravi de rencontrer tous les acteurs d'ici quelques jours maintenant, ce week-end. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon repas. Fred Bosquet. Alors maintenant, ça va mieux. Je vais partir sur une touche très positive pour ne pas vous laisser avec cette touche, justement. Ils avaient mis des panneaux sur leur maison, non à l'éco-hameau. Et justement, après presque 1 an et demi de travail de rapprochement, en particulier des maraîchers qui sont très très proches de la maison là, qui était vraiment contre nous. C'est pas vieux, il y a 2 mois, ils ont enlevé le dernier panneau. Donc ça y est, on est réconciliés avec nos voisins. Et... Pourquoi ils étaient contre? Trop bien ça. Ça recoupe. Il y a une dernière question de Stéphane qui demande s'il est possible d'avoir un retour d'expérience plus détaillé par la suite. De toute façon, Eric, là, il a l'air d'être coupé, notre ami Frédéric. Ouais, il est coupé. Compte rendu de réunion, convention signée. Ouais. Ah, pardon. Ah, c'est revenu. Je ne sais pas si vous avez entendu la chute. Non. Je disais juste, vous avez entendu le fait que... Ah, dommage. Donc, ce que je disais, c'est important de se quitter sur une note positive parce qu'effectivement, les panneaux qui avaient été posés par les voisins contre l'éco-village, il y a 2 mois, ont été entièrement enlevés. Et ça, c'est dû vraiment au travail de rapprochement qui a été fait par les maraîchers de l'Artel avec nos voisins. Et ça, c'est une note pas impactée. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus de raison de nous haïr. Oui, Frédéric, il y avait juste une question de Stéphane qui demande s'il est possible d'avoir un retour d'expérience plus détaillé par la suite, compte rendu de réunion, convention, spécifié, etc. Alors oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, ce que je vous propose, vous avez vu sur mon image, il y a mon mail contact@terra.coop. C'est Marie-Hélène qui ouvre les mails avec la commission accueil. Donc, si vous avez des mails à envoyer, vous pouvez les envoyer là. Posez vraiment vos questions par mail. Je vous invite très fortement aussi à venir nous voir. Si vous le pouvez, si on a de la place. Je sais que c'est très dur, mais ça vous permettra de vraiment de mesurer. Je pense que les visites… Alors, c'est vrai que l'été, c'est vraiment bourré. Si vous vous y prenez à l'avance, vous pouvez peut-être venir plutôt en septembre ou en octobre. Pour ceux qui sont adhérents, je vous invite fortement à venir à une AG aussi, parce que l'AG est vachement fournie. On a vraiment, on fait le compte rendu du conseil scientifique, on fait le compte rendu des activités. On descend vraiment en profondeur dans des ateliers pour parler des problèmes qu'on a rencontrés, des solutions qu'on a trouvées, de ce qui reste à faire. Donc, il y a vraiment, c'est une AG, c'est pas que juste technique, quoi. C'est vraiment très complet. Donc, je vous invite fortement à venir à l'AG si vous avez l'occasion de venir. C'est vraiment un super endroit. Ah, mais je vois Julie. Mon Dieu, Julie. Salut, Julie, ça va?
Julie et son mari, je les ai rencontrés à Paris. Et on s'est vu quelques fois et on est en train peut-être de se rapprocher. Donc voilà, donc je suis très content de l'avoir là. Tu feras la bise à toute la famille. Ils sont en transition avec 5 enfants, je vous dis pas. Hein, ça rigole pas. Bon, eh ben, merci encore une fois donc à tous et puis à très bientôt pour nous. Voilà. Ouais, ça marche. Ouais. Merci de m'avoir invité, Marc, et à très bientôt à tout le monde. Ouais. Et, merci beaucoup. Ouais, très heureux d'avoir été avec vous. Ciao, ciao. Ciao. Merci Eric. À bientôt.